Dans un premier temps, j'aimerais laisser la parole à Charles Sossonne pour qu'il présente un petit peu ses travaux, parler un petit, enfin, de quoi parle-t-on quand on parle de service à la personne, quels sont enfin, ça recouvre quoi, quels sont les effets de la numérisation, de l'économie dans ce cadre-là. Je vous laisse la parole pour une petite dizaine de minutes pour présenter un peu les débats. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc présenter en quelques mots le contenu de l'étude que la CFTC et l'IRES ont eu la bienveillance de me confier. Je tiens tout de suite à préciser que je m'appuie bien évidemment sur des travaux d'autres chercheurs dans le cadre de ce petit opus, étant moi-même sociologue du travail, mais j'interviens également dans d'autres sphères que celui des services à la personne et des services à domicile. Une définition importante, à mon sens, qui est donnée dans le début de cet ouvrage, qui peut bien sûr être débattue, comme tout travail de définition, c'est de distinguer l'emploi à domicile, qui est plutôt le champ de la FEPEM, et la notion de service à la personne, qui est plutôt la cible première de la réflexion de la CFTC et une terminologie présente dans l'administration, dans les mots de l'administration française. Donc pour être très schématique, dans les services à la personne, on va plutôt s'adresser à des personnes en situation de dépendance, en situation de handicap, de grande vieillesse, des enfants très jeunes, de moins de 3 ans, etc. Dans les services à domicile, on va en couvrir de manière beaucoup plus simple, entre guillemets, des tâches comme le ménage, comme le repassage, le jardinage, le bricolage, le soutien scolaire, etc. Donc cette distinction est importante puisque dans le cadre de cette étude, nous avons essayé de travailler sur l'informatisation des services à la personne et des services à domicile, informatisation que l'on pourrait aujourd'hui nommer, entre guillemets, uberisation. Donc la question qui a été posée, c'était y a-t-il un risque d'uberisation des services à la personne et des services à domicile ? Cette, entre guillemets, uberisation doit-elle être perçue comme un risque ou comme un potentiel de création d'emplois / d'activités, les deux n'étant pas toujours également parfaitement synonymes. Et donc la réponse que nous avons cherché à apporter distingue d'ailleurs, commence par distinguer clairement service à la personne et service à domicile. Les services à la personne sont un champ d'activité encadré par des agréments rigoureux. Et donc il est peu probable, ou en tout cas moins probable, que le phénomène d'uberisation concerne d'abord des activités réglementées, alors que le domaine des services à domicile, le ménage par exemple, n'est pas soumis à de telles normes et de tels agréments. Donc il est beaucoup plus probable que des grandes entreprises de ce type soient tentées de proposer des plateformes de mise en relation de l'offre et la demande, le marché étant a priori plus fluide. La question de l'informatisation ou de la plateformisation, c'est celle que l'on nomme aussi désintermédiation. Le constat étant le suivant, Internet permet une rencontre de l'offre et la demande sur des marchés économiques qui ne passent plus forcément par des intermédiaires. Les fameux, entre guillemets, coûts de transaction peuvent être évités par les plateformes. Néanmoins, on constate qu'il existe de nombreux champs économiques dans lesquels on conserve des intermédiaires. Et on en parlait un petit peu avant le débat. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, les agents immobiliers continuent d'exercer leur profession alors qu'on pourrait très bien imaginer que offreurs et demandeurs de biens immobiliers se rencontrent de manière tout à fait transparente et fluide sur des sites de petites annonces immobilières. Qu'apporte l'intermédiaire aujourd'hui, que n'apporte pas encore ou n'apporte pas tout à fait la plateforme purement informatique? L'intermédiaire apporte de la confiance et permet de réduire l'incertitude. Très concrètement, quand vous souhaitez faire appel à quelqu'un qui va s'occuper de votre vieille tante, vous ne souhaitez pas confier cette activité à n'importe qui. Et donc, vous êtes rassuré si vous vous dirigez vers une agence, peut-être qui a pignon sur rue, qui est dans votre quartier, où on va vous ouvrir la porte et quelqu'un va vous recevoir en écoutant votre demande et en vous recommandant un ou une intervenante qui pourra s'occuper de votre aïeul. C'est donc la question qui est posée dans ce rapport, celle de la capacité
à désintermédier le champ du service à la personne et du service à domicile, les limites existantes aujourd'hui sur les plateformes, et bien évidemment, pour la CFTC notamment, et tout acteur soucieux de la question d'un travail socialement responsable, la question qui est posée, bien sûr, c'est celle de la responsabilité sociale et de la capacité à fournir un travail éthique dans ces conditions. Un élément important, et puis je ne vais pas être trop long, il y a eu aux États-Unis des géants de l'Internet, des pépites ou des licornes de la Silicon Valley qui se sont lancés dans cette tentative d'uberisation des services à domicile. On les a appelés le Uber du ménage. Et ces entreprises se sont effondrées, alors qu'elles étaient très très bien valorisées par les marchés. Il y a eu plusieurs études et les facteurs explicatifs de ce crash, entre guillemets, de ces entreprises. Il faut noter, parmi d'autres explications, la question de la confiance, justement. Ouvrir la porte de son domicile pour recevoir quelqu'un qui va venir s'occuper de notre intérieur, de notre intimité, ben, ça ne peut pas être tout simplement comme ça des intermédiaires sur des plateformes Internet. Et puis, par ailleurs, il y avait des mécanismes opportunistes. L'offre et la demande s'étant rencontrées, les participants à l'échange n'ont plus intérêt à passer par la plateforme. Donc très concrètement, je propose des services de ménage, je rencontre mon employeur via la plateforme, ensuite on se connaît, on échange nos numéros de téléphone et on peut s'affranchir de la plateforme. Donc ces entreprises se sont cassées la figure, mais vraisemblablement d'autres initiatives de type strictement privé, capitaliste, conventionnel, classique, vont réémerger. Et je m'arrêterai sur ce point. La piste que l'on propose dans cette petite ouvrage, c'est la notion de plateforme coopérativiste, entre guillemets. L'idée est d'associer des coopératives avec la dimension sociale qu'elles représentent et la puissance du numérique. Parce qu'après tout, pourquoi des plateformes ? Eh bien, l'idée de base de la plateforme était d'éviter des coûts de transaction trop importants. Mais la question posée, c'est à qui revient ce surplus de valeur ajoutée qui aura été, entre guillemets, économisé par la plateforme. Dans un modèle capitaliste classique, eh bien, on connaît la réponse. Le surplus de valeur ajoutée appartient à l'actionnaire. Dans le modèle de la coopérative, les statuts de type SCOP ou SIC, par exemple, permettent que le surplus de valeur ajoutée soit intrinsèquement maintenu au sein de la structure de la coopérative, et donc le bénéfice, en clair, est tout de suite réinjecté, ou plutôt préservé au sein du capital social de la coopérative. Donc la piste que l'on propose, ce sont des coopératives au niveau local, une aide des pouvoirs publics pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent embaucher des informaticiens de talent, parce qu'il faut quand même que ces plateformes soient bien conçues du point de vue ergonomique et soient attirantes pour l'utilisateur. Et enfin, une capacité à communiquer plus largement sur l'ensemble du territoire pour fédérer une marque qui puisse être gage de confiance pour les offreurs et demandeurs de services. On y reviendra un peu dans le détail de l'expérimentation que vous avez suivie. Peut-être une première réaction sur cette présentation, Madame Levaux. Et ceux qui me connaissent un peu, il y en a quelques-uns dans la salle, vont se dire « Mon Dieu, comment va-t-elle réagir à tout ça ?» Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas exactement j'entends l'angle que vous avez pris et j'entends la commande, qui est complètement légitime, totalement, je dirais, inscrit dans la réflexion que vous portez. Donc, ce n'est pas sur ce plan-là que je vais réagir. Je vais réagir sur la vision globale pour l'instant. Je ne suis vraiment profondément en désaccord avec la politique service à la personne de la France. Et je le suis depuis 10 ans, donc ce n'est pas nouveau. Et je le suis pour une raison simple, c'est que c'est artificiel. D'ailleurs, c'est ce que vous dites quelque part. Au moment où l'informatisation questionne, moi, je dirais le meilleur outil d'ubérisation des services réussis, c'est le CESU. La meilleure marque aujourd'hui qui parle à tout le monde, quand vous êtes, je dirais, n'importe où en famille, dans la rue, etc. L'employeur à domicile, qui ne sait pas qui est l'employeur, mais il sait qu'il est CESU. Et le salarié, il dit « je suis CESU ». Donc, je voudrais revenir juste sur quelques minutes sur cet enjeu-là, parce que cette notion d'intermédiation qui serait l'alpha et l'oméga de la confiance et de la qualité me questionne énormément. Parce que je pense que c'est une mauvaise piste. Alors, je sais, je pousse un peu, je provoque, je suis là pour ça, sinon vous ne m'auriez peut-être pas invité.
je suis convaincue que vouloir mettre sur le même chapeau quelque chose qui dit service à la personne, je dirais service à domicile, c'est pour moi la même chose, ce sont effectivement des propositions qui sont faites aux citoyens pour, dans le cadre, je dirais, de ce grand mouvement qui a démarré il y a maintenant près de 20 ans et qui s'est accéléré avec le plan Borloo, qui est que finalement les ménages ont appris, et de manière très large, à demander à l'extérieur quelque chose qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc cette idée-là qu'en une génération, on est passé d'un système où faire était l'apanage soit des publics très aisés, soit des publics très dépendants, parce que finalement les deux existaient, à une grande majorité de citoyens qui, à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'on dit à la FEPEM, vont être particuliers employeurs tout au long de la vie. Le premier point qui démarre, c'est quand vous cherchez à faire garder vos enfants et que finalement l'assistant maternel est la première réponse professionnelle que vous trouvez. Et curieusement, c'est quand même 450 000 personnes salariées, salariés en tant qu'assistant maternel agréé, et 1 million de parents qui emploient à domicile. Ceux-là ne font pas partie des services à la personne. Cherchez l'erreur. Il y a un truc, quoi. Je veux dire, pourquoi ce gros volume qui fait 1/3 de nos ressortissants, employeurs et salariés, est exclu des services à la personne? Juste un questionnement, c'est que ce n'est pas intermédiaire. Ça ne peut pas l'être. Mince alors. Donc il y a un truc, dès le départ, qui ne va pas, c'est qu'on a une structuration artificielle d'un système qui, aujourd'hui, quand on ne le comprend pas, on passe à côté. Donc il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord et plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je le dis depuis longtemps, donc je suis très claire. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'intérêt du plan Borloo, ça a été quelque part l'intérêt. En tout cas, le projet, c'était de mettre un business dans un environnement non organisé. Parce qu'aucune prise de conscience que ce qui s'appelait à l'époque le gré à gré, qui faisait plaisir à tout le monde quand on voulait nous mettre au fond de mur, était quand même ce qui était le plus organisé du système. Et à côté, le plus organisé du système, c'était effectivement le monde associatif, historique, avec, je dirais, que vous connaissez mieux que moi. Et donc ça, je vous laisserai. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que de plus en plus, l'intermédiation qui fait à la place d'eux, les citoyens n'en ont pas besoin, ou de moins en moins. Et que finalement, ces plateformes, plus ou moins bonnes, etc., tous les systèmes, je dirais, qui permettent la rencontre, vous l'avez dit vous-même, le système s'arrête au moment où j'ai capté une personne autour de moi. Et cette personne, elle n'habite pas à 50 km. Parce que dans notre secteur, c'est, je dirais, moi, les chiffres que j'ai dans notre secteur, de l'emploi à domicile, donc moi, j'exclus le terme service. Moi, je suis dans un périmètre où le citoyen apprend à être employeur. Alors, c'est un truc compliqué, mais en une génération, il l'aura été, je dirais, une grande majorité des Français l'auront été, soit en prenant une assistante maternelle à 30 ans, en gros, puis en prenant, je dirais, quelques heures complémentaires pour ce qu'on appelle l'après-école, voilà. Et puis ensuite, les quelques heures de ménage si précieuses à nous les femmes, en gros 4 heures par semaine, moyenne nationale. Et puis l'accompagnement de nos parents âgés à distance, on a 50 ans, 55 ans, et ils en ont 80 et ils habitent à 500 km. Et puis nous-mêmes. Et moi, je fais un pari de responsabilité qui est que quand le citoyen aura compris CESU, quand, je dirais, des dispositifs complémentaires à CESU, puisqu'on travaille sur un grand programme qui s'appelle le e-compte CESU, et on y reviendra peut-être si vous avez des questions, eh bien, l'intermédiaire, il aura un nouveau sens et il aura une valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'intermédiation que celle que je peux faire avec une maturité un peu plus importante, je veux dire, elle ne me sert pas à grand-chose, surtout que vous ne l'avez pas dit, mais elle coûte cher. Et ce n'est pas les salariés qui en bénéficient, vous avez remarqué. Alors je le dis parce que ça aussi, ça m'énerve un peu. La précarité du gré à gré, vous savez, le grand machin qui fait fonctionner les foules. Dans le secteur de l'emploi à domicile, les moyennes nationales, nous, on a un avantage, c'est qu'on a des statistiques trimestrielles qui nous sont, je dirais, données par l'ACOS. Donc ça, on sait de manière récurrente les choses. La moyenne nationale en salaire, c'est 10 € net de l'heure. Net. Ça joue entre
allez, je veux dire pour les régions, les territoires les plus faibles, entre 8,90 et 12,50, 13 euros à Paris, voire plus. Mais la moyenne. 10 euros net de l'heure. Dans les prestataires, quels qu'ils soient, ils ne peuvent pas donner 10 euros net de l'heure. Ce n'est pas possible. Donc la marge, elle n'est pas faite pour la rémunération du salarié. Et je peux vous dire que les salariés le savent très bien. Et que quand ils sont en CESU, ils négocient leur salaire et ils négocient leurs horaires. C'est tout. Je voulais juste mettre un tout petit cran. Ben oui, je sais que ça va perturber, mais je voulais mettre le cran. Et après, on parlera d'informatisation, de numérisation digitale. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas la prestation, c'est le domicile. Philippe, peut-être un petit mot. Oui. Alors... Je vais réagir à tout, parce qu'on y reviendra dans les débats. Non, mais moi, je suis tout à fait prêt à entendre ce que vous dites. Pourquoi la CFTC, en fait, s'est intéressée à ce sujet? Déjà, ça remonte, je dirais, pratiquement à 10 ou 15 ans. On a bien vu que le monde était en train de changer, hein, que le salariat était en train de changer, que les entreprises, malheureusement, ne duraient plus 40 ans. Les entreprises, c'est aussi quelque chose qui naît et qui meurt à plus ou moins brève échéance. Et qu'on avait un système qui, pour l'instant, attachait tous les droits que le salarié pouvait avoir à sa présence dans l'entreprise. Et dans début des années 2000, on avait fait déjà une étude, IRES, qu'on avait appelée le statut du travailleur, où on essayait de voir comment on pouvait effectivement faire en sorte que les salariés, en quittant l'entreprise, ne perdent pas tout. Donc ce statut du travailleur, c'était déjà maintenant quelque chose qui est devenu, entre guillemets, à la mode, c'était attacher les droits à la personne. Ensuite, notre dernier congrès, on s'est aperçu que les choses étaient en train de bouger de plus en plus vite. Et on avait d'ailleurs, notre congrès, la motion d'orientation, c'était dans un monde en bouleversement, construisant un nouveau contrat social. Et là aussi, on s'est dit, maintenant, il faut aller beaucoup plus vite aussi, parce que sinon, on va se faire balayer et on va se retrouver avec des salariés qui n'auront plus aucun droit aussitôt qu'ils seront balayés de l'entreprise. Donc, on a dit, voilà, essayons de voir comment on peut faire pour sécuriser les salariés. Quels droits on peut leur construire, comment on leur attache ces nouveaux droits. Et dans le même temps, on a vu qu'il y avait énormément de choses qui bougeaient. Et là, on en arrive effectivement à la numérisation et à ces fameuses plateformes qui arrivaient. Les plateformes, je pense que ce qui les a mis en avant, c'est effectivement Uber, hein, avec Uber Pop d'ailleurs, qui n'existe plus, mais là aussi, il y a eu des tentatives et on voit que tout doucement, Uber est en train de se réguler et devenir beaucoup plus professionnel. Comment on sécurise là aussi les salariés, c'est ce qu'il faut voir. Par contre, les services à la personne, on a demandé cette étude parce qu'on s'est dit, voilà, c'est un petit peu le cas d'école, c'est quelque chose qui existe avant l'ubérisation, c'est quelque chose qui est percuté par l'ubérisation et qui réagit grâce à la FEPEM, grâce effectivement aux salariés, aux organisations syndicales qui ont réussi à mettre en place une convention collective, réussir à construire des choses. Et donc, on a commandé cette étude pour essayer de voir ce qui peut se passer ailleurs. Moi, par rapport à ce que vous disiez, Madame Levaux, je dirais juste service à la personne. Moi, je dis il y a des pans de service à la personne qui sont en train de sortir du service à la personne. Le portage des repas, c'était du service à la personne. Il y a des associations encore où, quand vous regardez maintenant, pour vous faire livrer votre repas, vous avez aussi une plateforme et on vous livre votre repas à des coûts. On ne peut même pas parler de coût horaire parce qu'on vous livre votre repas pour 1 euro ou 2 euros ou 3 euros. On voit que le système change complètement. On n'est plus sur un système de coût horaire du salarié, on est sur un système justement de dire, bon, le salarié, à la limite, il n'a pas besoin de faire que ça. Il peut faire ça à temps pour se faire un petit peu s'arrondir ses fins de mois, mais on voit qu'il y en a aussi qui deviennent professionnels. Et tous ces gens-là, on voit bien que là aussi, une fois qu'ils sont rentrés dans le système, ils ont besoin de se sécuriser. Alors, on peut tout refuser, mais on s'aperçoit aussi que la demande est là. La demande est là.
On voit qu'économiquement, ça permet aussi à certains restaurateurs d'avoir plus de clients qu'ils n'auraient jamais vus. Partant de là, ça crée aussi de l'emploi. Une personne toute seule dans un restaurant ne fait rien. On voit bien que ça relance aussi un petit peu la machine. Donc on en tire la conclusion que tout ça est en train de remettre un peu en route la machine économique. Faut-il lui porter un frein en disant, bon, allez, les salariés sont maltraités, donc arrêtons tout ça, et comme les taxis ont essayé de faire avec Uber, essayons de faire en sorte que ça s'arrête et qu'on revienne dans des schémas classiques. Si on en est là, on peut se poser des questions en se disant, est-ce que les associations, est-ce que le particulier employeur va pouvoir servir tout le monde? On sait qu'il y a aussi d'énormes enjeux. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a à peu près 7-8 ans, on ne parlait pas trop d'ubérisation, mais on était plutôt sur les monnaies complémentaires. Les monnaies complémentaires, c'était déjà un petit peu ça. Seulement, au lieu de mettre ça sur le marché économique, on avait trouvé un système où on échangeait des services. Alors ça existe au Japon, en fait, ils ont monté un système où vous donnez 1 heure de service à une personne âgée, et à l'autre bout du Japon, vous avez votre mère qui est toute seule et qui n'a personne et vous ne pouvez pas vous l'aider. Cette heure-là, vous lui transférez et elle peut se faire. Et on voit que là, ça se passe en dehors de l'économie. Alors, est-ce une bonne chose? Est-ce pas une bonne chose? Et c'est ça qui nous interpelle, en fait. On essaye de voir comment on peut en faire une véritable activité. Alors, une véritable activité avec une protection sociale assumée, une protection sociale pas au rabais, protection sociale qui permette de se former, qui permette d'avoir des soins pour assurer sa santé, qui permettent, quand on a un problème, de pouvoir avoir aussi un revenu de substitution. Voilà, comment on arrive à mettre en route cette machine-là en protégeant effectivement les personnes, mais par contre, en essayant de booster cette activité. L'activité, partant du principe aussi que actuellement les chiffres du chômage ne sont pas très très bons. Enlevons l'ubérisation, les chiffres ne seront pas bons, mais enlevant cette ubérisation, moi je ne suis pas sûr qu'on ne gagne pas, encore une fois, 1 ou 2% de chômage. Ces parts de marché, là, on ne les a pas quantifiées encore. Moi, je ne suis pas sûr que ça n'ait pas joué pas mal de création d'emplois. Je prends toujours Uber. À Paris, Uber, si vous circulez dans Paris, les chauffeurs Uber, à la limite, vous en avez ras-le-bol parce qu'il n'y a plus que ça. Hein. Et ils conduisent en plus, voilà, ils sont pressés, et donc vous ne circulez plus. Mais les taxis aussi. Mais moi, M. Peugeot, je pense qu'à M. Uber, il peut lui dire un grand merci. Combien de 508 neuves il a vendu? Mais attendez, on a fait tourner l'usine de Sochaux. Elle a tourné, à mon avis, 1 ou 2 mois juste pour fournir des voitures à Uber, quoi. J'ai vu qu'Uber avait passé un contrat de, je ne sais plus, 10 000 ou 15 000 voitures, Mercedes, je ne sais plus dans quel pays. Donc voilà, tout ça, et quand on sait ce que peut rapporter l'industrie automobile dans les bassins d'emploi, donc voilà, est-ce qu'il faut stopper tout ça? Est-ce qu'il faut voir comment on peut mieux encadrer tout ça? Comment on peut mieux légiférer sans tout bloquer? Et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel est la CFTC. Et l'étude, c'est un petit peu, encore une fois, le cas d'école. Et on regarde un petit peu les dérives qu'il peut y avoir, parce que des dérives, il y en a. Et là, je vous rejoins complètement. Il y a des choses qui n'auraient rien à voir dans l'ubérisation, qui devraient effectivement rester encadré soit par des entreprises, soit par des associations. Et voilà, en fait, le but est là. Justement, la question de ces formes d'emploi et de ces dérives potentielles. D'abord, une des questions qui se pose, c'est est-ce que c'est créateur d'emploi ou créateur d'activité, ce qui fait effectivement une distinction non négligeable en matière de droits sociaux et d'accompagnement, mais ça on y reviendra dans la deuxième partie sur la qualité de l'emploi et du service. Quels sont les... comment dire
cette demande d'emploi et d'activité, quels sont ses effets sur les formes d'emploi et sur les... Est-ce que ça ne crée pas aussi des formes de précarité en tant que telles pour les acteurs, mais de part et d'autre d'ailleurs, hein, du service peut-être vous, M. Sossel, dans le regard que vous avez eu sur ces sujets-là, vous avez peut-être des choses à dire. Merci. Je tiens tout d'abord à préciser que j'aurais dû dire, lors de ma petite introduction, je me l'étais noté bizarrement, je tiens à remercier la FEPEM pour l'existence du CESU, parce que dans les expérimentations que j'ai pu observer, notamment sur le territoire, j'y reviendrai, de Saint-Denis, le CESU est un vrai moyen efficace, opérationnel, rapide, pratique, de contractualiser entre un offreur et un demandeur de services à domicile en toute légalité pour ne pas être relégué, entre guillemets, dans le domaine du travail dissimulé ou du travail informel. Donc là, effectivement, c'est vrai, vous avez entièrement raison, madame, c'est un outil extrêmement pratique, reconnu. Il se trouve que moi, je l'utilise également et que c'est extrêmement rapide et bien fichu. Et je fais aussi parfois des petits sondages quand vous appelez des personnes pour savoir si ils ou elles sont disposées à travailler. Aujourd'hui, quand vous proposez le CESU, il est rare qu'on vous dise non. Il y a encore quelques années, c'était moins évident. Alors, je vais vous laisser répondre sur la partie... Pour moi, là, je fais juste part de petites statistiques personnelles d'échantillons que je réalise de temps en temps, mais je vais vous laisser bien sûr répondre sur la partie macro. Ce que je constate sur le territoire de Saint-Denis, c'est quand on essaye de proposer à des personnes de rentrer dans une forme de travail, d'activité ou de travail sur des petites échelles horaires, le CESU aujourd'hui rencontre une réponse plutôt favorable. Néanmoins, il y a quand même un accompagnement à continuer à mener. Et quand vous parlez d'accompagner les particuliers pour qu'ils deviennent employeurs, c'est vrai aussi que du côté des salariés, sur ce type de petit volume horaire, on avait en tout cas autrefois le réflexe du travail pas forcément déclaré. Et c'est vrai que les mentalités doivent aussi changer dans ce sens-là. Donc, je tenais juste effectivement à rappeler que le CESU est un vecteur très important de ce dispositif. Un autre témoignage, dans l'étude, on parle d'une expérience de rencontre entre le territoire de Saint-Denis, des chercheurs du CNAM et une start-up qui lançait une forme de plateforme, une plateforme dans le service à domicile. Et je tiens à dire qu'au début des réflexions, on ne savait pas encore très bien. Le dirigeant de la start-up ne savait pas très bien quelle forme juridique il allait adopter pour rémunérer les prestataires ou les employés du ménage. En termes de CESU ou CDD ou auto-entrepreneur, c'était encore un petit peu vague. Donc c'était juste pour dire qu'il y a eu des moments où la question de la mise en relation de l'offre et la demande a, entre guillemets, un petit peu précédé la question du type de contrat, mais c'était avant les grands événements Uber et les grands affrontements VTC Uber-Taxi, qui après ont fait évoluer les mentalités. Peut-être vous faire réagir. Effectivement, rappeler un peu comment cet outil, le CESU, a été créé. C'était en 2005-2006, le plan Borloo. C'était avant. C'était avant. Le CESU a 22 ans. Oula, c'était carrément avant. Il s'est d'abord appelé chèque emploi-service. Il a été créé lorsque Martine Aubry a mis en place la première réduction fiscale pour les emplois familiaux. Alors, on ne peut plus dire deux choses. Ça s'est transformé en niche fiscale pour les riches, ça c'est pour l'interprétation historique. Et les emplois familiaux, depuis quelque temps, on ne peut plus les utiliser non plus. Donc c'est compliqué, parfois la sémantique, dans notre secteur. En étant un peu plus, je dirais, raisonnable, je dirais deux choses. La première, arrêtons de parler de services. Moi, je pense que les gens ne comprennent pas les sémantiques qu'on utilise. J'ai fait exprès de démarrer avec le CESU parce que je sais que c'est une marque. C'est un outil, c'est une plateforme et c'est une marque. Une marque identitaire absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'est 5 millions de personnes
en emploi à domicile. Donc quand vous parlez de notre secteur, et c'est un des points importants, parce que c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord pour cette matinée, c'est les services à la personne et l'emploi à domicile. Les services à la personne, c'est un environnement tout à fait légitime, complémentaire. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que je ne peux pas me dissoudre dans les services à la personne. C'est absolument un problème. Et le problème, c'est que quand vous travaillez en sémantique, on a parlé entre nous tout à l'heure des élections TPE, qui dans notre secteur n'ont pas été vraiment pour vous un moment facile, et je le regrette profondément, parce que la CFTC est la première organisation syndicale à avoir contractualisé les premiers accords avec notre secteur, qui s'appelait à l'époque l'emploi de maison. Et c'était il y a 70 ans, puisque nous allons fêter les 70 ans de la FEPEM l'année prochaine. Donc autant vous dire que vous allez me manquer. Je le dis comme je le pense. Et que j'espère que vous allez revenir très vite. Pourquoi il y a eu des erreurs? D'abord, quand vous parlez de TPE aux gens, que vous vous adressez à des gens du CESU, moi, il y a des dizaines de fois, j'ai dit aux organisations, parlez du CESU et vous serez compris. Arrêtez de parler des services à la personne. Les gens qui sont dans mon secteur n'ont pas voté. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens dans notre secteur qui utilisent l'outil numérique. Arrêtez de penser que la femme de ménage du coin ne sait pas utiliser un portable. Enfin, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les délires. Alors, parfois, qui finalement aident bien ceux qui ont envie d'écrire sur le sujet. Mais moi, je suis très pragmatique et très terrain. Moi, j'ai 2 voisines. J'en ai une qui a 18 employeurs par mois en CESU et une autre qui est à temps plein chez une personne en situation de handicap avec une deuxième personne pour faire les 24-24. Voilà, ce sont mes 2 voisines. Je discute souvent avec elles. Elles ne veulent rien faire d'autre. Il y en a une qui était à ADMR avant, elle est partie. Et l'autre, je lui dis, mais vous faites comment pour avoir 18 employeurs en CESU? Alors déjà, elle me dit, c'est pas toutes les semaines, c'est sur un mois. Donc il y a des situations où je vais que tous les 15 jours, et puis il y a des situations où j'y vais 2 fois par jour. Et puis, quand elle a trop de demandes, ben, elle transfère à ses collègues, à ses copines. Je veux dire, on a oublié que l'activité professionnelle, c'était pas l'alpha et l'oméga de l'entreprise. C'est ça que je veux dire. Ce qu'on est en train de vivre, c'est que, et vous l'avez anticipé quand vous avez commencé à dire qu'il fallait attacher les droits sociaux à la personne. C'est quelque part la fin du salariat, cette histoire. Bien. Mais la fin du salariat, c'est pas la fin des droits sociaux. Nous, pendant des années, on a négocié tous ensemble, il y a quelques-uns dans cette salle, on a négocié des accords improbables. Le nombre de fois où on m'a dit c'est pas possible, ça n'existe pas. La formation professionnelle, chez vous, c'est pas possible. On forme plus de 45 000 salariés par an, CPNEFP, bravo. C'est pas possible parce que c'est du temps partiel, parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a 5 employeurs. On a tout fait à l'envers. Le gros sujet, quand on est dans le multisalariat, c'est la mutualisation et le haut degré de solidarité des employeurs et des salariés. Nous, on a un groupe de protection sociale qui est l'IRSEM, qui est uniquement le groupe de protection sociale des emplois à domicile. Il ne s'occupe que de ça. Donc on a créé la protection sociale, on a créé la prévoyance, on a créé la retraite complémentaire en 73, dernier accord de retraite complémentaire obligatoire. La protection sociale, la formation professionnelle. Le nombre de fois on m'a dit c'est pas possible, c'est jamais possible. Mais si, il suffit ensemble, et là on a besoin effectivement d'organisations syndicales qui est une vision d'innovation, de travailler pour dire comment on fait. Là on est sur le dernier accord qui est santé au travail. On m'a dit la médecine du travail, pour 1 600 000 salariés, c'est pas possible. Évidemment, il n'y a plus de médecins du travail. Donc comment on fait? Ben, on fait autrement, avec une autre vision. On fait de l'innovation sociale dans notre secteur. Quand je dis ça, on ne croit pas. Parce que c'est les femmes de ménage dans votre tête. C'est les boniches. Il faut arrêter, quoi. Il y a 1 600 000 salariés qui ne se sentent pas boniches. Vous avez le droit d'écrire qu'ils le sont, mais eux, ils ne le ressentent pas. Et l'autre élément que je voulais dire par rapport à tous ces enjeux numériques, informatiques, c'est que la transition numérique dans le monde, c'est un énorme phénomène. On ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc, il faut le prendre, je dirais, à bras-le-corps. La deuxième chose, c'est que le domicile est devenu un espace numérique. Je veux dire, les gens, ils sont dans le monde à partir de chez eux. Enfin, vous comme moi. Dans notre cuisine, on est avec le monde. Le e-santé, c'est quoi?
J'acquiers dans ma cuisine des compétences que je n'aurais jamais pu avoir il y a 10 ans. Et donc, il est possible qu'il y ait des choses qui ne se fassent plus parce qu'il y aura une structure, un prestataire qui va venir à domicile pour faire quelque chose que je pourrais faire moi-même. Donc, j'ai à la fois 2 phénomènes. Le premier, c'est effectivement une implosion des dispositifs. C'est-à-dire, il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. On peut être dans une famille avec une personne qui vient toutes les semaines faire une activité ménagère, plus une personne, peut-être un professeur qui vient faire quelques cours à domicile, plus quelques heures de jardinage avec une entreprise parce que vous ne voulez pas acheter une tondeuse, plus, etc. Et vous allez avoir finalement, à partir de l'unité économique et sociale qui est le domicile, des comportements. Et dans ces comportements-là, il y a un comportement important que les gens tiennent, c'est finalement le comportement d'employeur. Moi, j'ai dit, dans les 10 ans, il y aura doublement notre secteur de l'emploi à domicile. Moi, je ne maîtrise pas aujourd'hui les mutations des prestataires. Ce n'est pas mon métier. Mais je sais qu'on aura un doublement des besoins à domicile. Et je sais que le risque que nous avons, c'est la pénurie de ressources humaines. C'est ça le risque. C'est-à-dire le vieillissement global des populations qui sont aujourd'hui dans nos métiers, qui soient dans tous les secteurs d'ailleurs, et la capacité d'attractivité sur le sujet. Et un des points importants, c'est que nous sommes un secteur de complément d'activité aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, c'est-à-dire qui travaillent à mi-temps en grande distribution, qui travaillent, vous avez aussi des fonctionnaires de catégorie C dans les collectivités territoriales, vous avez des peseurs de lait pour ceux qui travaillent dans la ruralité, qui passent dans les fermes le matin, vous avez des conductrices de bus scolaires qui font le matin et le soir, et le midi, ils travaillent chez une personne âgée. Et alors, vous allez me faire juste... Enfin, je veux dire, il faut qu'on regarde le monde, comment il évolue, et il faut partir du besoin des gens, et pas de ce qu'on veut plaquer. Et donc, moi, qu'il y ait des plateformes ou pas, ce que je sais, c'est que les gens redemandent une indépendance professionnelle et de consommateurs. Ils veulent plus se faire dicter. Aujourd'hui, les grands hypermarchés ont peur. Donc, je veux dire, il y a vraiment des traces comme ça. Je pense que vous avez raison sur, je dirais, le fait de questionner. Et moi, je retravaille vraiment tout ce questionnement à partir du besoin à domicile et comment le domicile prend de nouveaux rôles. Et en fait, tout notre environnement de l'emploi à domicile va muter vers de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. On parle de numérisation sous une forme un peu négative. Il y a eu beaucoup d'études, plein de métiers vont être percutés, il y aura des pertes d'activité, notamment beaucoup le secteur industriel. Est-ce que le service à la personne, enfin, quel que soit l'emploi à domicile, quel que soit Non, pas quel que soit. Les services à la personne et l'emploi à domicile. Arrêtons. Oui. On va dans le mur avec un truc comme ça. Sinon, les gens ne comprennent pas. Voilà. Est-ce que c'est une opportunité économique aujourd'hui? Est-ce que pour la CFTC, c'est un domaine qui va effectivement se développer, comme le dit Madame Levaux? Enfin, quel est ton regard effectivement global sur cette disposition-là avant de passer à une phase de questions dans la salle? Alors, moi, le seul bémol que je mettrais, c'est que pour moi, le salariat ne disparaîtra pas. Et heureusement... Oui, non, mais heureusement, parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'être salariées. Parce que quand on arrive dans la vie, certains, il faut qu'ils aillent leur boulot, il faut qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et ils sont très bien comme ça, et ils vivent heureux comme ça. Je pense que l'industrie ne disparaîtra pas, et les entreprises ne vont pas disparaître. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les métiers évoluent, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sortent des entreprises. Et ça, on en rencontre de plus en plus. Encore une fois, l'ubérisation, c'est ça aussi. Ça sort de l'entreprise, ça sort du champ normal. Donc c'est pour ça qu'à la CFTC, en fait, on avait appelé le statut du travailleur. Là, on est sur un statut unique de l'activité. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on raisonne toujours en statut. En France, on a 3 statuts. Soit on est salarié, soit on est auto-entrepreneur, soit on est indépendant. Ces 3 statuts. Et là, on voit une nouvelle forme d'activité qui émerge et qui n'est dans aucun
des 3 cases. Alors, 2 solutions. Ou on crée une 4e case, qui serait l'auto-salariat, ou soit on abat toutes les cloisons et on crée un statut d'activité. Et qu'on soit salarié, qu'on soit à la limite fonctionnaire, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit indépendant, socialement, on a tous les mêmes droits. Et on les acquiert tous pareil. Alors après, le CESU, je dirais le CESU, c'est peut-être encore un petit peu archaïque, quoique c'est passé sur Internet aussi. Mais pourquoi là aussi, imaginons un système où en fait la plateforme serait obligée d'adhérer au CESU pour mettre en relation 2 personnes. On met en relation 2 personnes, automatiquement, le paiement se passe à travers du CESU. Vous voyez qu'on aurait déjà réglé pas mal de problèmes. La plateforme, ça ne lui coûte rien. Les salariés, il n'y a aucune autre démarche. L'employeur, il n'y a aucune autre démarche. Donc là, socialement, on a déjà réglé une partie du problème. Donc socialement, je pense que c'est possible à condition d'avoir la volonté, à condition de faire accepter que le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul statut, ce n'est pas une perte pour certains, c'est l'assurance que tout le monde ait la même chose. Et on aligne tout le monde sur le statut salarié, si c'est celui le plus protecteur d'aujourd'hui, socialement. Voilà, et c'est un petit peu cette idée-là qu'on veut essayer de faire passer. C'est de dire, ne recréons pas encore un autre statut qui fera que on n'arrivera pas à la même hauteur. Le problème aussi, c'est qu'on va passer d'un statut à l'autre, et on y passe de plus en plus souvent. Des carrières, 42 années en étant juste salarié, on voit qu'il y en a quand même de moins en moins. Quand on voit les dégâts que ça peut faire au moment où on liquide sa retraite, au moment où on n'est plus dans aucun statut, là aussi ça crée beaucoup de dégâts. Donc ayons un seul statut. Considérons que quand on est demandeur d'emploi, on a une activité à la limite où on est mal préparé parce qu'on n'est pas formé, mais demandeur d'emploi, c'est un sacré boulot, quoi. Il faut se former, il faut faire des CV, il faut aller à des rendez-vous, il faut se vendre, alors que quand on est salarié, à la limite, on a son petit boulot, on est bien formé, on sait ce qu'on fait, on sait à quelle heure donc, il y a beaucoup d'activités qui aujourd'hui ne sont pas reconnues, reconnaissons-les non plus pas comme des activités qui n'en sont pas, regardons et essayons de garder tout le monde en activité. 42 années d'activité. Et pas 42 années avec un système qui, aujourd'hui, vous arrêtez 7 ou 8 mois pour élever un enfant, vous soyez un homme ou une femme, votre retraite en prend un coup. Vous êtes demandeur d'emploi pendant un certain temps, votre retraite en reprend un coup. Vous avez, donc essayons d'avoir un système où effectivement tout ça, ce soit une activité. Et le lien qu'on peut avoir, c'est en fait la formation. Pour qu'entre plusieurs activités, il y ait effectivement des temps de formation. Quand on est dans l'activité, qu'on puisse aussi avoir de la formation parce qu'on aspire à faire autre chose, on aspire à changer d'activité, à changer de boulot, on se forme, on change et on laisse l'activité qu'on avait, parce qu'on s'y ennuie, parce qu'on s'y appénule pas, à celui qui vient d'en bas et qui sera parfaitement heureux de trouver votre activité. Traitons un petit peu ça comme le marché de l'occasion, de la voiture d'occasion, quoi. Imaginons que le marché de la voiture d'occasion soit organisé comme le marché de l'emploi est organisé. C'est-à-dire que les voitures d'occasion ne se vendent pas, mais on vendra plus de voitures neuves. Donc là, si toutes les voitures d'occasion étaient en panne, ça ne se vendrait pas non plus. Donc quand on veut vendre une voiture d'occasion, on regarde déjà qu'elle soit en bon état. Parallèle avec les salariés, excusez-moi, mais c'est être en capacité de prendre un emploi tout de suite. C'est être, voilà, il faut pouvoir rouler, quoi. Et moi, je ne marche pas, hein, je roule. Donc il faut pouvoir rouler, mais la différence, hein, quand même. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ayant un statut unique, ayant la volonté de former tout le monde, de faire en sorte que tout le monde soit opérationnel pour retrouver un boulot. Bon,
peut peut-être pas continuer sur le salarié d'occasion. Ça va vous marquer, hein, attention. Oui. Je vous propose de passer à une petite séquence de questions-réponses dans la salle, s'il y a des réactions. Une question au fond. Je rejoins Philippe par rapport aux salariés de demain qui seront multi-employeurs et surtout multi-branches. Nous, à la CFTC, on a la chance, au niveau de la Fédé Santé, d'être présent sur les branches des entreprises de services à la personne. On a travaillé avec la FEPEM pendant de longues années, et puis sur le maintien à domicile. Pourquoi c'est une chance? Parce qu'effectivement, on a un problème de représentativité, comme le disait tout à l'heure Madame Levaux, mais on va pouvoir se reposer sur nos branches de l'aide à domicile pour travailler notre représentativité au niveau des salariés du particulier employeur. Et c'est aussi une chance pour les salariés parce que quand on lit l'étude, j'ai un petit peu, page 95, j'ai bugué. Le succès d'O2, on peut, nous à la CFTC, on peut difficilement se féliciter du succès d'O2. Effectivement, 103 millions de chiffre d'affaires, 255 agences et 12 000 esclaves. Je suis désolée, mais quand on fait des contrats de 8 heures et qu'on fait travailler les gens plus de 200 heures, si tous les procès avaient été à terme, c'est une structure qui n'existerait plus. Donc je reprends beaucoup de choses sur votre étude, mais alors le succès d'O2 au niveau de la CFTC, on ne peut pas poursuivre. Voilà. D'autres réflexions, questions dans la salle? Bon, moi, je voulais juste un éclairage. Alors peut-être qu'on y reviendra après sur la question plutôt du numérique et les apports du numérique. Donc vous avez expliqué qu'en termes de droits sociaux, finalement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a pratiquement plus de tout dans la maquette. Alors, une protection un peu particulière, enfin en tout cas qui est proche d'une protection, c'est la question des risques au travail. Parce que le domicile, vous l'avez dit, est une unité économique, et le lieu de travail de ces personnes. Et il me semble, et j'aimerais bien que vous éclairiez là-dessus, que c'est quand même un point d'achoppement, la question des risques au travail. Une autre réflexion? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de la durée qu'un travailleur va rester sur cette plateforme? Est-ce que c'est quelques mois, quelques années? Parce que nous, en tant que syndicat, on ne va pas accompagner les personnes si elles restent 6 mois ou quelques années. Donc, elle fait un suivi. Peut-être passer la parole à Madame Levaux, notamment sur la santé au travail. Je vais répondre juste la dernière, enfin, de ce que j'en sais déjà. J'ai oublié de dire, mais nous, on a déjà 2 plateformes qui sont... une qui a été portée par l'ACOS, la Direction de la Sécurité Sociale, l'URSSAF, la FEPEM et les partenaires sociaux, s'appelle netparticulier.fr, qui est rattaché au CESU, qui est bien sûr partenaire. Et l'objectif, c'est de modéliser netparticulier.fr comme étant vraiment la plateforme de mise en relation. Donc, il faut savoir que la première demande dans notre secteur, c'est la mise en relation. Et je dirais, tous les enjeux numériques actuels, y compris sur les smartphones, vont être extrêmement efficients, puisque là, on est en train de travailler avec la COS sur la 2e génération de net particulier, qui sera une génération sur smartphone. La deuxième chose, c'est que nous, on a effectivement une plateforme qui s'appelle particulierenploi.fr, qui est également une plateforme de mise en relation et qui est complètement intégrée à Net Particulier. Et il y a une montée en puissance très importante. Les gens ne demandent pas qu'on fasse pour eux, et surtout, ils demandent de moins en moins qu'on fasse à leur place. Les citoyens ne le supportent plus. Il y a à la fois cette double, je dirais, entrée d'avoir une hyper-sécurisation et une hyper-indépendance. Donc ça fait aussi partie des enjeux. Et à partir du moment où ils ont trouvé la personne, alors est-ce que c'est par leur boulanger historique, est-ce que c'est par une plateforme informatique qui doit avoir un maillage très fin, puisque c'est territorialisé et que la moyenne, c'est 5 à 10 km maximum entre l'employeur et le salarié. Voilà. Et donc, il y a d'autres méthodes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la demande de mise en relation est la première demande. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de demande. En plus, ils ont du mal à présenter une offre de services complémentaires. Pour répondre à la question également du risque, la deuxième question, c'est
Pourquoi faut-il toujours avoir un intermédiaire? Parce que finalement, l'entreprise, c'est quoi? C'est des gens qui bossent avec des gens qui les contrôlent, qui eux-mêmes sont encadrés par des gens qui les contrôlent jusqu'à la fin de la hiérarchie. Donc, je dirais, il y a des métiers où une partie, je dirais, de l'industrialisation automatisée a fait que c'est la machine qui a remplacé une partie du contrôle. Ça, je ne reviens pas sur le monde de l'entreprise. Par contre, ce qui est important, c'est que dans notre secteur, nous sommes partis d'une démarche que nous portons à la FEPEM depuis toujours. C'est que nous sommes convaincus qu'on peut faire monter en compétences et je dirais en sécurité partagée les deux parties. C'est-à-dire qu'un employeur aujourd'hui à domicile, c'est quand même le degré zéro du management, en règle générale. Bien. Donc l'idée qu'on pouvait avoir une compétence acquise tout au long de la vie pour avoir, je dirais, une manière d'être, un comportement qui permette que la personne qui vient à votre domicile se sente en relation salariale, ou en tout cas dans une relation sécurisée, c'est aussi important que de monter en compétence le salarié pour qu'il sache, j'irai gérer son employeur. Donc nous, on est parti dans une approche qui est, je l'ai écrit il y a très longtemps, on n'est pas sur un lien de subordination, on est sur un lien de coopération. Quand on dit ça, ça fait mal. Mais ça, je suis convaincue que dans notre secteur, le lien de subordination, ça ne tient pas. C'est un lien de coopération où le salarié apporte autant à l'employeur sur tout ce monde que l'employeur. Ça, c'est la première chose. Et on essaie d'écrire nos accords dans cet esprit-là. Et là, on vient de terminer la signature d'un accord que vous avez signé également pour créer un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile qui va permettre d'une part d'accompagner la compétence d'employeur et de l'autre de mettre en place des activités sociales et culturelles mutualisées. Puisque nous, on n'a pas de CE et je n'ai pas de tableau d'affichage dans ma cuisine. Vous non plus d'ailleurs. Donc à partir de là, je ne peux pas considérer que le domicile est un espace de travail comme un autre. Donc il faut beaucoup travailler l'accompagnement de la compétence, beaucoup travailler la prévention, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Et donc si on n'amène pas les deux parties à se mettre en phase par rapport à ça, ça passe par du questionnement, de la compétence. C'est arrêter de dire à quelqu'un qui arrive, il faut faire le ménage, le placard à balai, il est là, je vous fais confiance, au revoir. Ça, c'est côté employeur. Du côté salarié, c'est poser les bonnes questions au démarrage. Bien sûr, il y a le contrat, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la visite de l'espace, la prise de conscience des zones de risque et, je dirais, une bonne compétence de prévention santé. Ce que nous avons engagé avec notre groupe de protection sociale et qu'on va développer avec l'accord santé au travail. Donc pour moi, ce lien de coopération, c'est quelque part un rééquilibre entre les deux. Et il n'y a pas de meilleur espace pour ça que le domicile privé, où on a un employeur qui ne sait pas faire et un salarié qui ne sait pas non plus toujours bien faire, dans le sens où il ne pose pas les bonnes questions, il ne s'impose pas suffisamment. Donc cet équilibre-là, ça s'apprend. Et ça, c'est je dirais, c'est le programme des 10 prochaines années. Et en plus, vous avez des outils sur votre smartphone facile qui vous dit l'escabeau, se baisser, etc., etc. Et puis surtout, vous avez la robotisation. Il ne faut pas avoir peur de la robotisation. Parce qu'on parle beaucoup de digital et de numérique pour ne pas parler robot. Surtout dans notre secteur. Mais bon sang de la terre, je veux dire, si on a aujourd'hui des robots pour, je dirais, passer l'aspirateur pendant que vous n'êtes pas là, est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un? Je ne suis pas sûre. Parce qu'on a besoin de nouvelles compétences. Aujourd'hui, la meilleure personne qui puisse ouvrir ma porte quand je suis livrée, c'est la personne que je paye en CESU chez moi. Il n'y a personne d'autre à qui je donnerai ma clé. Et je le fais. Et vous, pareil. Vous ne donnerez pas à votre concierge nécessairement, il n'y en a plus. Pas nécessairement à votre voisin parce que vous ne le voyez pas. Mais la personne qui vient faire 4 heures de ménage par semaine, qui vient depuis 13 ans d'ancienneté dans notre secteur, il n'y a pas de CDD, il y a pratiquement 98% de CDI, à temps partiel. Donc moi, quand on me parle de précarité, je veux bien, je prends le point. Mais après, on parle. 13 ans d'ancienneté, ce n'est pas moi qui le dis. Les CDI, ce n'est pas moi qui le dis. C'est comme ça. Et donc, je veux dire, les compétences qui sont devant nous, c'est d'accompagner la numérisation à domicile, la robotisation auprès des personnes âgées, et de faire de la valeur ajoutée humaine une vraie compétence supplémentaire. Et c'est là-dessus qu'on a des enjeux pour les 10 prochaines années. Franchement, se battre pour qu'elle continue à passer la serpillière, on s'en fout. Franchement.
S'il y a un robot pour le faire et que ça se passe bien et qu'il vous coûte 150 € parce que vous allez l'acheter comme ça, c'est pareil pour la tonte du gazon. Enfin, je veux dire, bon, très bien. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une délégation japonaise, de scientifiques japonaises qui faisaient un rapport sur les services à la personne en France. Elles ont fini par arriver à la FEPEM quand même. Hein. Et donc, elles m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec service à la personne. J'ai refait mon petit truc, j'ai expliqué. Et là, elles ont capté quelque chose qu'elles n'avaient pas vu. Et chez eux, la réponse, c'est le robot. Puisque de toute façon, il y a un déficit de ressources humaines majeur qui va nous arriver. Puisque dans 10 ans, on aura tous vieilli 10 ans, et nos salariés aussi. Et je ne suis pas sûre qu'il y aura la compétence humaine nécessaire pour prendre le doublement des besoins à domicile. C'est ça qui est le problème. Donc, allons-y sur la robotisation, regardons comment ça se joue. Allons-y sur les enjeux, parce que l'informatique, bon, d'accord, l'ubérisation, c'est important, mais enfin, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, je pense. Je pense qu'il faut vraiment regarder quels sont les comportements qui évoluent à domicile et comment les acteurs qui vont y trouver, je dirais, qui vont travailler, que ce soit des services ou de l'emploi, vont muter dans cette histoire. Et c'est vrai, vous avez raison, autour de ça, il y a le multisalariat, il y a une nouvelle manière de voir l'acquisition des droits, il y a le fait que le droit soit attaché à la personne. Et quand le droit est attaché à la personne, moi je suis à l'aise avec mon lien de coopération. Par contre, je ne sais pas comment les entreprises vont jouer. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que O2, pourquoi je n'étais pas d'accord avec le plan Borloo? Je le lui ai dit, hein, Borloo, il n'y a pas de souci, je suis au clair. Et je lui ai dit, mais vous êtes en train de faire, avec les services à la personne, ce qu'on a fait avec la grande distribution, la marge arrière. C'est-à-dire, vous allez avoir des grandes plateformes qui vont expliquer l'enjeu, vous allez avoir des plateformes de mise en relation, puis vous allez avoir la petite main de fin de parcours qui va se retrouver être, je dirais, totalement déshumanisée. C'est ce que vous venez de dire. Et moi, je le voyais arriver, mais gros comme une maison. Je dis, mais c'est pas ce qu'on fait. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne fais pas des contrats à 3/4 d'heure, un domicile en CESU. Les contrats moyens, c'est 4 heures par semaine. On ne fait pas 3/4 d'heure. Je ne vous donne pas un chrono pour dire vous faites 18 chemises à l'heure. Je ne vous dis pas qu'il faut nettoyer ma belle-mère en moins de 10 minutes. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça se joue chez nous. Et c'est ça que les gens sont en train de comprendre et qu'ils veulent. Et donc, cette histoire que je ne pourrais pas trouver du boulot toute seule. Donc il faut, parce que je suis nulle, vous savez, je suis une femme de ménage, marocaine, je ne parle pas le français, donc nécessairement je ne vais pas trouver tout seul. Il me faut un acteur qui fasse pour moi et qui entre-temps prenne sa marge sur mon salaire. Très bien, moi je suis un petit peu provocatrice, mais c'est un peu ça les trucs. Et on ne peut pas continuer à penser qu'on va industrialiser sous cette forme-là, c'est-à-dire verticale. Le plan Borloo, c'est une industrialisation verticale. Ce que vous dites les uns et les autres, c'est quelque part une transformation, j'allais dire, latérale. Et c'est pour ça que je parle de coopération. Et que demain, le client, le citoyen, qui lui a envie de plus en plus... Comme le disait Madame Delaunay, hein, ceux qui vont vieillir là, ils ont fait 68. Vous n'allez pas leur dire la même chose que ceux à qui ont 85 actuellement. Hein. Et donc les EHPAD ont du boulot aussi. Hein. Parce que les gens veulent rester indépendants le plus longtemps possible. Et ils préféreront peut-être un robot pour faire leur toilette qu'une personne. S'ils ont une autre personne qui fait autre chose, qui les sort, qui parle, qui les contacte 2 fois par jour, qui fait, je dirais, qui met une enveloppe humaine à l'intérieur d'une industrialisation. Et c'est latéral, c'est pas vertical. Et c'est pour ça que je reste complètement convaincue que les services à la personne ne sont pas aujourd'hui en bonne position. Et que l'emploi à domicile est en grande progression. Et on m'a dit l'inverse il y a 10 ans. On dit l'emploi à domicile, le gré à gré, va disparaître. J'ai dit, dans 10 ans, on se reverra. Voilà. Parce que c'était nécessairement une politique RH. J'ai dit à Borloo, les services à la personne, c'est avant tout de la politique RH. Ça ne peut pas être autre chose. Et maintenant, on a politique RH plus informatique, numérique, digital et robot. Il faut prendre tout en même temps. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis, mon analyse. Je ne vais pas prendre trop de temps. Oui, il n'y avait pas grand-chose à se dire, si ce n'est que vous avez entièrement raison et que le titre est assez maladroit. Il aurait fallu lui dire le succès économique d'O2, malgré effectivement des pratiques
socialement douteuse, effectivement. Donc merci pour cette remarque et votre vigilance au cours de la lecture du fascicule. Je ne sais pas si on a le temps de répondre aux autres questions qui ont été posées, notamment sur la question de la sécurité, des risques au travail. Et sur la question de la durée sur les plateformes. Oui, je pense que la question du risque au travail, la question de la sécurité au travail est un des facteurs qui peut permettre une montée en compétence du particulier employeur et de toute personne qui est en demande d'emploi à domicile ou de service à la personne, parce que c'est peut-être l'une des premières briques qui invite à sortir du travail dissimulé. Si j'ai un accident, si la personne se blesse chez moi, je suis en responsabilité, je suis à risque. Si je suis dans le cadre d'un travail dissimulé, cela peut se retourner contre moi. Donc bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait uniquement le bâton dans ce mouvement de montée en compétence des particuliers employeurs, mais je pense que c'est aussi... Madame Levaux pourra certainement compléter, mais c'est peut-être un des premiers facteurs qui aussi invite les particuliers à passer au CESU et à un travail formel. En tout cas, pour moi, ça fait partie des champs d'argumentation. Sur la question de la durée au sein des plateformes, je reviens sur ce que vous disiez, Monsieur Louis, sur l'idée que la plateforme puisse nativement incorporer la question des droits. Lors de l'expérimentation que l'on a fait avec la start-up, le but du jeu de leur plateforme était de faire correspondre l'offre et la demande et de faire de la mise en relation, mais aussi d'intégrer le calcul des charges sociales et des droits de manière transparente pour que ce soit plus fluide. Et la question qui était posée, finalement, pourquoi est-ce que le particulier aurait intérêt à passer par ce type de plateforme plutôt que par un site de petites annonces en ligne? Eh bien, il faut qu'il y ait des services ajoutés par ce type de plateforme. Et donc, le calcul automatique des droits était une réponse. Et donc, bien évidemment, si ça peut être interfacé avec la capacité de démultiplication qu'offre le CESU, c'est bien mieux. Mais comme vous l'avez précisé, Madame Levaux, le fait que vous ayez vous-même des plateformes au sein de la FEPEM et du dispositif CESU montre que ce mouvement est enclenché de manière quand même assez globale. Et sur voilà, juste les éléments de réponse sur les questions qui ont été posées. Philippe, tu as un mot? Oui, non, mais peut-être juste un mot sur tout ce qui touche les domaines, sécurité, temps de travail, tout ça. Moi, je ne pense pas que ceux qui se lancent dans cette activité recherchent des durées de travail, ils sont prêts ils recherchent au contraire la liberté, quoi. À un certain moment, ce qu'on peut nous ressentir comme contrainte quand on est dans une entreprise, pour d'autres, ça peut être effectivement une liberté. Et d'ailleurs, dans les entreprises, dans les start-up, cette liberté est de plus en plus demandée. Et je crois que c'est pour ça qu'on en est là à rediscuter le code du travail. Moi, je connais pas mal de jeunes, non pas parce que je suis jeune, mais parce que j'ai des fils qui sont jeunes. Mais bon, trouver des entreprises où de 10h à 11h, c'est pas la peine d'aller chercher un salarié parce qu'il est parti faire son footing. Et par contre, trouver des salariés de 10h à 11h du soir, cette fois-ci, dans l'entreprise, ça dérange personne parce que c'est là les gauches sont couchés et ils sont retournés au boulot. Voilà, mais donc le code du travail, je pense qu'il doit aussi pouvoir évoluer pour intégrer aussi tous ces problèmes de santé, de sécurité, mais qu'on doit pouvoir s'auto-appliquer, quoi. Bon, l'histoire de la cuisine, je dirais, à la limite, l'employeur, lui, il y est 24 heures, il y est 7 jours sur 7 dans sa cuisine. Donc si sa cuisine est dangereuse, bon, il y a quand même un problème. C'est avant tout sa santé à lui qui est en jeu. Après, le salarié, moi, je suis relativement d'accord avec Mme Levaux. C'est au salarié de prévenir. À la limite, il va même rendre service à son employeur en lui disant, attendez, là, vous risquez un problème de santé. Là, il y a un problème sanitaire. Là, il y a un problème... Voilà, donc je pense que tout ça peut se réguler. Alors par contre, il y a certainement des choses à introduire dans le Code du travail. Et on l'a vu dans la loi travail, il y a un certain nombre de choses qui ont été introduites. L'obligation pour les accidents du travail de cotiser, même pour les plateformes, d'assurer le salarié. Accident du travail,
Voilà, donc une fois qu'il est responsabilisé de ce côté-là, bon, il sait aussi qu'il voilà, il est concerné, donc il va aussi pouvoir agir. Donc il y a certainement des choses qui sont régulées, il y a des choses qui sont régulées aussi certainement par le code du commerce et pas par le code du travail, parce qu'il y a aussi des relations à un certain moment pour certaines activités qui dépassent le code du travail. Mais je pense que c'est là qu'on a du mal, c'est que c'est plus exclusif sur le code du travail. Pour l'instant, le code du travail était exclusif. Quand on voulait réguler l'ouverture des magasins le dimanche, il n'y a que le code du travail qui régulait cette ouverture. Sinon, tous les magasins pouvaient être ouverts le dimanche. C'est le code du travail. Donc on est passé par le code du travail pour réguler tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je pense que on est coincé, quoi. On est coincé parce qu'il y a des choses qui doivent pouvoir sortir de ce code du travail. Et ça, pour l'accepter, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Justement, ça permet de rebondir pour aller sur la relation concrète du travail dans ce secteur-là. Madame Levaux, vous avez parlé tout à l'heure non pas de lien de subordination, mais de lien de coopération. Se pose la question aussi des actes de confiance qui peut y avoir dans ces métiers-là. Et quels sont les impacts que peuvent avoir tous ces outils numériques. Enfin, on le voit, tous les utilisateurs de plateformes vont mettre commentaires, vont commenter telle ou telle activité. Comment vous appréhendez cette logique-là et quelle réflexion ça amène dans votre organisation? Ce que je vois en règle générale, c'est que dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que le smartphone de la salariée, des prestataires de services à la personne, sert surtout à contrôler ses entrées et sorties. C'est-à-dire qu'en gros, les développements que j'ai pu identifier essentiellement, c'est j'utilise mon smartphone quand je rentre dans le domicile du client, et donc c'est finalement un badge, comme si vous badgez une entreprise. J'ai rarement vu des particuliers employeurs souhaitant ce type de dispositif, ou en tout cas, ça ne nous est pas remonté aujourd'hui comme étant l'alpha et l'oméga de savoir si elle avait bien fait à la minute près ce pourquoi elle était là. Je pense que quand on est un citoyen à domicile qui essaie finalement de transférer une partie des activités que beaucoup de femmes faisaient gratuitement à domicile pendant de nombreuses années, quand on rentre chez soi le soir et qu'elle est passée, je dis elle parce que c'est quand même encore beaucoup, 98% de femmes. Je dirais la réaction qu'on a quand on est employeur à domicile, c'est cette espèce de sentiment de bien-être, finalement. Certaines entreprises ont su d'ailleurs très bien l'utiliser. C'est-à-dire, la question, elle est plus de savoir si ce qui était prévu que la personne fasse est fait, que de savoir si elle l'a fait en 3/4 d'heure ou en 1h15. À la limite, si elle a fait ce que j'avais souhaité qu'elle fasse en moins de temps, je dirais que c'est son problème quelque part. Je vois très peu de particuliers employeurs qui me demanderaient un dispositif de contrôle à distance de ça. La seule fois où on a eu ce genre de demande, ou plus ou moins claire, mais la presse s'en était saisie, c'était sur la garde d'enfants à domicile et le fait d'avoir une caméra à l'intérieur de la maison pour vérifier que l'enfant n'était pas maltraité. Je dirais cet angle des gardes d'enfants qui parfois a amené à certains dispositifs de caméra ou autres. Bon, on peut se poser plein de questions là-dessus, mais je veux dire, sur le plan des outils actuels, ce que je vois, c'est ça. C'est des outils pour que les prestataires contrôlent l'activité. Bon, c'est pas dans notre philosophie. Je pense que c'est même pas dans la demande, dans les attentes des gens qui emploient en CESU. La philosophie dans notre secteur, c'est de dire, et on a des cas difficiles, on a des cas de vol, on a tout, mais c'est pas la masse. La masse, vous avez parlé de confiance. Donc effectivement, la question du contrôle et de la confiance, c'est cet équilibre-là qui est difficile. Et je pense que tout se joue au départ. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la compétence du recrutement. C'est-à-dire, on se dit les choses, le maximum de choses, au départ. Je veux dire, le nombre de fois où vous êtes à domicile, vous avez un salarié qui commence à arriver, vous lui confiez votre passage, vous rentrez, elle a plié les chemises, vous vouliez qu'elle soit surceinte, elle a plié vos serviettes en 3, vous vouliez que ce soit en 4, vous recommencez, vous êtes énervé.
Mais c'est le détail. Je veux dire qu'à un des points que vous avez oublié dans cette histoire, c'est le détail. C'est-à-dire quand on est au domicile privé, on est dans un espace de détail où il faut faire des concessions en tant qu'employeur pour que ça se passe bien. Et ces concessions, c'est qu'elle ne va pas faire comme vous. Et tout ça, ça s'apprend. Ce sont des modèles, je dirais, de compétences qu'il faut installer dans la vie quotidienne des gens. Et le nombre de fois où, quand on a récupéré des employeurs qui avaient eu des mauvaises expériences, c'était parce que c'était fait comme tu fais chez toi, ça ira bien. Mais non, c'est faux. Et donc, quand vous êtes prestataire comme O2, il n'a pas le choix, il est obligé d'industrialiser. Alors, il vous explique qu'il fait tourner la maison, machin, il va vérifier qu'effectivement c'est sur cintre et pas plié, enfin bon, voilà. Et après, la question, c'est qu'il va vous offrir l'heure, pas la personne. Et moi, c'est l'inverse. Je capte la personne. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est Madame Dupont. Lui, ce qu'il vous offre, et ce que les associations aussi souvent font, c'est vous inquiétez pas, si elle est malade, on la remplace. Donc, c'est une sécurité. Oui, mais sauf que ça devient, toutes les semaines, elle est remplacée parce que ça tourne trop. Le turnover, il est quand même extrêmement important. Les gens qui viennent juste pour quelques heures et qui repartent, alors on vous dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous la remplacer. Et à un moment, vous n'en pouvez plus du nombre de personnes. Parce que ce qui ne délègue pas et qui vous laisse, même quand vous êtes client, c'est le management. Le management, il s'arrête à la porte. C'est-à-dire, vous recommencez à lui expliquer que dans la chambre du bébé, vous ne voulez surtout pas mettre telle chose, ou que vous ne supportez pas, ou votre mari ne supporte pas. Enfin bref, toutes les quotidiennetés de la vie de tout le monde. Comment voulez-vous qu'une personne s'en sorte? Elle ne peut pas. Donc il faut à la fois, je dirais, modéliser dans la relation, mais si vous industrialisez en taylorisant, c'est mort. Voilà. Et O2 s'en sort pour l'instant, pour des raisons que je ne commande pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne gardent pas les gens. Et sur ces 10 € nets, je voudrais revenir juste sur l'idée que vous disiez, les plateformes pourraient amener des valeurs ajoutées sur les cotisations. Ne rêvons pas. En plus, elles vont disparaître. Ce n'est pas la peine. Les cotisations salariales vont se réduire. Bon, c'est quand même ce qu'on nous a annoncé. Donc, ce que je veux dire par là, nous, on parle en net et on déclare en net. Je crois qu'on est le seul secteur en France aujourd'hui à parler en net et en déclarer en net. Alors, pendant 20 ans, ça ne nous a pas servi, mais alors là, d'un seul coup, je me demande si ça ne va pas nous servir. Parce que vous négociez 10 € net. Les cotisations salariales augmentent. Vous ne dites pas à votre salarié, tu sais, 9,50 € parce que tu as 50 centimes de... Non, 10 € net. C'est négocié. Vous déclarez en net au CESU. C'est la seule déclaration en net. Et donc nous, ce que nous avons demandé, et c'est ce qu'on appelle la 3e génération du CESU, la première génération, elle était papier. Tout le monde se souvient du petit carnet à souche, etc. C'est terminé. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on est sur un dispositif extrêmement rapide en 3 clics. Ce qu'on veut maintenant, c'est rajouter des services à ça. C'est pour ça qu'on parle du e-compte CESU. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que, par exemple, la réduction fiscale, le crédit d'impôt pour tous, on puisse l'avoir mensuellement. Parce que la plupart des particuliers ont un problème d'avance de trésorerie. Donc, si vous mettez tous les mois une somme et que vous avez un compte dans lequel vous pouvez puiser, etc. La deuxième, c'est pour le salarié. On est quand même le premier secteur où l'attestation dite fiche de paye, elle est transférée directement et que l'employeur ne la fait plus. On est dans un monde où, finalement, il y a 20 ans, c'était ringard, et aujourd'hui, c'est innovant. Hein. Voilà. Moi, j'ai une conviction forte. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Une résistance à toute épreuve. Pour dire qu'on a un bavé, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des salariés qui en bavent dans notre secteur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des employeurs qui sont des vilains canards boiteux. Il y en a. Mais globalement, les millions de relations de travail qui sont installées dans notre secteur, parce que j'ai dit 5 millions de personnes, 3,5 millions d'employeurs, 1,6 million de salariés, 20% d'entrées et de sorties permanentes par an. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'employeurs qui sortent et qui reviennent, 20% de salariés qui sortent et qui reviennent. C'est énorme. Hein. Donc voilà, moi je vous donne, je dirais, ce modèle comme étant non pas un modèle d'histoire du 19e, mais un modèle du 21e siècle qui va s'adapter. J'en suis certaine. Et ça s'adaptera plus facilement dans notre secteur que dans les modèles traditionnels où ils ne savent pas trop s'ils font une plateforme industrielle, une vision de marge arrière. C'est quoi la valeur ajoutée dans notre histoire?
Parce que c'est ça, pour faire un business, il faut une valeur ajoutée. Nous, on est dans un secteur où c'est non marchand et, je dirais, et non lucratif. C'est les deux. Le seul secteur où il y a un employeur qui crée un emploi mais qui ne peut pas revendre sa main-d'œuvre pour faire un profit quel qu'il soit, c'est le nôtre. Donc c'est non marchand et non lucratif. Et bien ça, c'est l'avenir. Et je terminerai sur un point, c'est qu'on parle d'emploi à domicile, ça c'est ce qu'on s'est dit, mais il y a aussi l'emploi à partir du domicile. Et ça, c'est une autre évolution. Ce qu'on appelait, entre guillemets, avant le télétravail, qui n'est pas rénové, sur lequel il faut absolument retravailler, parce que l'emploi à partir du domicile, et c'est pour ça que nous, à la FEPEM, on a créé ce fonds de dotation du domicile, parce que nous considérons que le domicile devient un acteur de politique publique. Philippe, peut-être venir sur les questions de la qualité des services, la qualité de l'emploi. La question de la formation a été abordée tout à l'heure, de la nécessité de s'adapter, enfin d'anticiper, de s'adapter. Et en fait, derrière aussi, toutes les logiques de protection sociale, quelle qu'elle soit, la formation peut être considérée comme un élément qui passe beaucoup par aussi la branche, le travail de branche que vous menez entre la FEPEM et les organisations syndicales. Enfin, quel est ton regard, effectivement, sur la nécessité d'adaptation par la formation et les liens avec la qualité du travail dans ces secteurs-là? En fait, moi, je rebondirais sur le compte personnel de formation, quoi. Là aussi, attacher la formation au salarié. Le salarié doit pouvoir lui-même décider de se former quand il n'est pas à l'aise dans son travail. Alors, surtout pour ces métiers, qui aller voir, quoi, Et là, on voit qu'il y a un gros travail à faire. Alors, est-ce qu'il faut carrément qu'il puisse aller voir tout de suite l'organisme formateur? Je crois que c'est un petit peu ce qu'il y a dans le plan Macron cette fois-ci. Comment il devient effectivement plus autonome dans sa formation? Comment il peut lui-même activer cette formation en laissant complètement l'employeur? C'est vrai pour le particulier employeur, mais c'est vrai aussi pour les salariés dans les entreprises. Si on veut effectivement qu'ils puissent progresser, à un certain moment, il faut qu'ils puissent se prendre en main. Et on voit qu'aujourd'hui, l'écueil, c'est un petit peu le problème de l'entreprise qui essaye encore aujourd'hui, et je pense que c'est très très prégnant, de confisquer un peu le compte personnel de formation du salarié pour l'adapter à son poste de travail ou pour lui donner la formation pour occuper un poste. Donc là, c'est aussi un changement de mentalité qu'il faut avoir. Comment on arrive à faire en sorte que le salarié puisse avoir mieux connaissance de l'offre de formation, puisse activer cette formation lui-même et puisse bien sûr être orienté et accompagné, donc pas laissé dans la nature tout seul, quoi. Donc ça, ce sont les enjeux. C'est encore une fois l'autonomie dans son parcours professionnel, l'accomplissement de la personne. Ça, c'est un petit peu le combat de la CFTC, faisant en sorte que chacun puisse effectivement construire son parcours de vie à travers la formation professionnelle et au-delà. Ça passe aussi par des politiques de branche, d'anticipation des métiers, de la formation, qui sont des logiques de régulation de branche. Enfin, après, je passerai la parole à Madame Levaux, peut-être, parce qu'elle est très active sur ces sujets-là aussi. Oui, non, mais je pense que Madame Levaux, tout à l'heure, nous a dit comment la branche s'est construite. D'abord, la formation, ça ne pouvait pas concerner la branche. La preuve, c'est que la branche a réussi à s'organiser et à donner ce service. Et là aussi, la branche a réussi à construire quelque chose. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Il faut effectivement que les branches puissent s'en emparer. Il faut que le salarié puisse s'en emparer lui-même. Donc c'est une toute autre vision de la formation qu'il faut avoir. Mais tout ça, effectivement, moi je pense qu'il faut réformer le système. Mais quand on dit ça, c'est peut-être pas toujours bien vu. Alors nous, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on est tout de suite allé sur une démarche de branche? D'abord, il faut savoir qu'en 1973, quand la Forme Pro est arrivée en France, on était exclus. C'était plus simple. Et il a fallu attendre pratiquement les années 85
pour, par accord de branche, rentrer dans la formation professionnelle. Pendant ce temps-là, les entreprises au sens large avaient avancé. Et donc nous, on a pris, finalement, là aussi, on a anticipé l'idée qu'un particulier qui fait 4 heures par semaine, il n'est pas RH. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas la totalité de l'emploi de son salarié. Il en maîtrise 4 heures. Donc une fois qu'on a compris que le grand enjeu, c'était le haut degré de solidarité entre l'employeur et que tous les droits sociaux seraient attachés à ces principes de solidarité entre les employeurs, ce qui nous a permis vraiment de monter à peu près tous les droits sociaux, et on va faire la même chose sur la santé au travail, puisque la santé au travail, aujourd'hui, elle est attachée à l'employeur. C'est chaque employeur à chaque contrat. Donc ma salariée qui a 18 employeurs, elle fait 18 fois la médecine du travail. Juste délirant. C'est là où on voit que le système du Code du travail, il est vertical et attaché à un contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, dans les mêmes lieux. Enfin, tout ce qu'on sait qui ne marche plus. Bon. Donc ça va prendre du temps de se transformer. Donc nous, on n'est pas du tout allé dans cet esprit-là. D'ailleurs, on nous a dit que ce n'est pas possible parce que c'est au contrat de travail. Et donc, moi, j'ai dit, la première fois que vous allez demander à quelqu'un d'aller passer la médecine du travail, ça va. Mais alors, la deuxième, la troisième, la cinquième... Donc on arrête le délire, plus les coûts, etc. Donc on est parti à l'envers. On a dit on va attacher la santé au travail aux salariés. Donc bien avant que les choses évoluent aussi du côté syndical, parce que parfois nos négociateurs remontent dans vos organisations avec une grande inquiétude, en disant ils ont encore trouvé un truc à la FEPEM. Voilà. Donc la santé au travail attachée aux salariés, c'était pas gagné non plus. Mais cette idée que le salarié, une fois qu'il a été, entre guillemets, accompagné, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi une mutation de la médecine du travail, une fois qu'il a été accompagné par rapport à un périmètre d'emploi, eh bien, ça vaut pour tous les employeurs. Donc il fallait bien qu'on arrive à détacher l'obligation de l'employeur, parce qu'il y a aussi derrière les questions d'incapacité, etc., et qu'on transfère le tout. Eh bien, notre accord... vient d'être étendu. Voilà. Donc 4 ans de travail, hein, quand même. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, ça c'est la première. Je reviens sur la santé parce que ça donne un peu de visibilité sur la formation. Nous, dans notre secteur, ce qu'on a tout de suite compris, c'est que si le salarié, l'employeur ne peut pas, cas exceptionnel, avoir une orientation vis-à-vis de la formation dans sa cuisine. C'est-à-dire à part quelques employeurs, comme les parents de jeunes enfants, qui, à un moment, disent « je vais recruter quelqu'un pour mon nourrisson qui a 3 mois et je tombe sur des formations qui m'intéressent et donc je fais faire 10 jours sur l'accueil d'un nourrisson, etc. » Bon, bref. Le reste, c'est quand même essentiellement le salarié qui est à l'initiative. Et quand on avait mis... Parce qu'on m'a dit « mais c'est pas possible la formation puisque c'est attaché à l'employeur ». Et donc, on a quand même créé l'employeur porteur, un machin que personne ne voulait nous entendre sur ce sujet. C'est-à-dire quand un salarié a plusieurs employeurs, il attache la demande de formation à un employeur et ça dégage les autres. Cette idée d'employeur porteur, c'était juste sorti d'esprit. C'est le même principe. Donc moi, je dirais avant l'heure, on n'a pas eu le choix que d'attacher les droits, d'une part aux salariés, pour qu'ils puissent le faire vivre sur l'ensemble de ses employeurs, et d'autre part à la mutualisation pour les employeurs. Sinon, il n'y a aucun droit social. Quand on parle, par exemple, des clauses de désignation, c'est intéressant ça, dans notre secteur. Alors, OK, notre accord de prévoyance, IJ, etc., clause de désignation, chaque particulier a le droit de choisir son assureur. J'ai 5 employeurs en tant que salarié, c'est déjà compliqué à l'IRSEM. Je ne vous dis pas le jour où, parce que c'est M. Dupont, il est chez AXA, et que c'est Mme Durand, elle est restée chez IRSEM, si j'arrive un jour à avoir mes IJ, c'est que vraiment je suis quand même fortiche, quoi. Bon. Donc à un moment, c'est le principe de réalité, de pragmatisme qui doit nous conduire aussi dans la négociation. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi dans notre secteur, c'est d'arriver à ce que les partenaires sociaux laissent tomber un petit peu l'idée qu'on n'est pas dans une entreprise, mais qu'on peut faire quand même. Et c'est ça que moi j'essaie de vendre. Et donc sur la formation professionnelle aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a moi ce que j'appelle l'indépendance professionnelle.
Je pense que c'est ça qui est la clé de l'avenir. Les gens ne sont pas déconnectés de tout lien, mais ils ont une espèce de bulle d'indépendance qui traverse les différentes activités. Bon, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois. Sur la formation professionnelle, aujourd'hui, nous, on a une offre de branche. Donc, ce n'est pas une offre d'employeur. Ce n'est pas individuellement chaque employeur qui dit... non, c'est une offre de branche prioritaire dans laquelle les salariés peuvent puiser et après, ils vont voir leur employeur en disant « je voudrais faire ça ». C'est comme ça que ça se passe chez nous. Après, est-ce que ça ira mieux lorsqu'ils iront directement voir l'organisme de formation? Nous, on a fait une autre démarche, c'est qu'on a agréé un réseau d'organismes de formation partenaires. Et comme nous savions dès le départ que les gens, la femme de ménage, pour aller vite, ne fera pas 300 km pour aller se former à Paris, dès le départ, on a descendu la formation sur le territoire. Et pour garder quand même une cohérence et de la qualité, les partenaires sociaux labellisent un réseau qui fait à peu près 200 et quelques organismes de formation, publics, privés, associatifs, bon, bref, ouverts, et qui fait qu'on essaie qu'il y ait un écart le plus faible possible géographique. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a commencé à parler formation ouverte à distance. Hurlement. Comment formation ouverte à distance pour des femmes de ménage qui ne savent pas lire? Enfin, des bêtes, c'est infernal. Alors après, on m'a parlé des assistantes de vie auprès des personnes âgées, c'était plus noble. N'empêche que, eh bien oui, ça peut marcher. Bien entendu que ça peut marcher. Et on a aujourd'hui des gens qui n'avaient jamais touché un ordinateur et qui rentrent chez elles en disant « maintenant je sais comme mon fils ». N'oublions pas qu'on a 30% de personnes issues d'immigration dans notre secteur. Ça fait aussi partie de la stratégie RH des 10 prochaines années. C'est quelles vont être les populations qu'on va intégrer dans ces emplois, qu'ils soient chez O2 ou chez nous. Et comment on va travailler cette démarche d'intégration. Et je pense que la formation, les nouveaux outils de la formation, on va dire, qui ne sont pas que présentiels, les nouveaux outils de la certification avec les blocs de compétences, tout ce qui vient d'être rénové, faciliteront l'indépendance du salarié vis-à-vis de sa formation, mais nous, on l'a déjà. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les outils de l'État soient aussi facilitants pour nous. Aujourd'hui, on a un CPF, on a été les deux seules branches à transférer le compte personnel, le CPF, dans le CPA. Et donc, on a fait partir pratiquement des centaines de milliers de comptes directement vers la Caisse des dépôts. Ben, aujourd'hui, ça marche, sauf que pour le remettre à jour tous les ans, on a un problème. Donc on a aussi besoin que les politiques publiques entendent ces nouveaux modèles, et ces nouveaux modèles peuvent servir des modèles qui sont peut-être plus traditionnels et qui ont un petit peu moins de facilité à aller dans l'innovation, plus de peur, j'en sais rien. Nous, on n'a pas eu le choix de faire ça, d'être un peu innovant. On n'a pas eu le choix, sinon il n'y avait rien. Donc quand il n'y a rien, ben, vous savez, vous vous dites allons-y, hein. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc on est plutôt assez ouvert avec les partenaires sociaux dans notre négociation. Bon, ils mettent les... Ne vous inquiétez pas. Hein. Oui. Ça reste. Peut-être passer la parole à M. Sossol sur ce qu'il a observé dans ces champs d'activité-là, sur les freins qu'il a pu identifier, sur la qualité du travail et des services, les questions de conciliation des temps potentiellement ou d'individualisation des acteurs. Oui, alors donc là, j'ai toujours m'appuyer sur les données qualitatives recueillies sur un petit périmètre sur cette expérimentation en cours sur la commune de Saint-Denis. Tout ce que vous dites, Madame Lavaux, je trouve effectivement, c'est tout à fait vrai, tout à fait intéressant, cette montée en compétences de personnes qui ne sont pas forcément au début tout à fait à l'aise avec l'informatique ou qui ne maîtrisent pas forcément toujours très bien la langue française. Et c'est vraiment vers cela qu'il faut aller. Moi, j'ai pu observer néanmoins des situations dans lesquelles les personnes sont encore un petit peu hésitantes et ont encore un petit peu d'appréhension vis-à-vis de cette montée en compétences informatiques, mais même sur le simple fait d'être déclaré, c'est pas toujours si facile. Donc moi j'expérimente avec ces dames en leur disant par exemple, ben voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour
par exemple, là, on organise un événement. Est-ce que vous pourriez nous faire de la pâtisserie? Vous faites ça très bien chez vous. Est-ce que vous accepteriez? Donc, je vous propose de vous rémunérer en chèque emploi-service, etc. Donc, on est vraiment sur une échelle extrêmement quotidienne, hein, un petit peu comme quand vous citiez l'exemple de vos voisines. On a parfois des réactions où les personnes préfèrent presque le faire gratuitement parce qu'elles sont plutôt dans le registre du don contre don quelque part. Et le fait de passer à une monétarisation, à une contractualisation de ce service ou de cette prestation ou de cet emploi ou de cette activité n'est pas toujours si simple. Et là, on constate que le centre social coopératif, un accompagnement au plus près du territoire avec quand même une présence de la municipalité quelque part et de la CAF permet d'aider en fait à labelliser cette initiative et permet de redonner de la confiance. Là où les personnes disent mais si j'accepte ton idée de chèque emploi-service, est-ce que je vais perdre des droits auxquels j'ai déjà droit? Donc voilà, il y a quand même cet accompagnement à mener. Je suis tout à fait touché par la manière dont vous parlez avec énormément de conviction, et vous avez entièrement raison, de cette autonomisation des travailleurs et des travailleuses qui sont dans un rapport davantage égalitaire face à leur employeur. Et je trouve que c'est vraiment effectivement vers cela qu'il faut aller. Je constate aussi au niveau du territoire une volonté de se regrouper en coopérative pour pouvoir exister collectivement dans ce type de démarche. C'est-à-dire que si on a plusieurs femmes qui participent conjointement à des activités de kermesse scolaire où elles vont cuisiner pour gagner un petit peu de sous pour amener les enfants en sortie scolaire, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de les accompagner vers une montée en compétences et de toujours ensemble, en collectif, si elles le souhaitent, arriver vers une activité qui soit plus facilement monétisable. Et donc, sur le territoire de Saint-Denis, ce que j'essaye de faire avec mes collègues, c'est de bâtir des ponts entre le centre-ville et la plaine Saint-Denis, où, comme vous le savez, il y a de très grandes entreprises, pour que ces femmes existent aussi en tant que collectif et petites entreprises coopératives, en l'occurrence, pour vendre des prestations à des très grandes entreprises. Et cela, ça peut se faire aussi dans le cadre de coopératives qui sont donc deux entreprises de droit commercial qui co-traitent ensemble, pour donner juste un autre exemple au-delà de la relation au sein du domicile. Petit moment d'échange avec la salle. Allez-y, madame. Oui, bonjour. J'avais une question pour madame Levaux. Vous nous avez parlé de métiers qui ne sont plus traditionnels, mais qui maintenant sont très innovants. Et je vous entends parler vous-même, quand vous donnez des exemples, vous dites elle, monsieur aussi, vous avez parlé des travailleuses. Alors, il y a quelque chose sur lequel on pourrait peut-être innover, ça serait la mixité des métiers. Est-ce que vous faites quelque chose pour ça ? Je vais en rajouter une petite, c'est une question à Philippe, la question de la syndicalisation de ces travailleurs qui sont pas forcément constitués en collectif. Comment une confédération comme la CFCC travaille pour effectivement essayer d'aller trouver ces personnels, des syndiqués, et de les représenter derrière. Mixité des métiers, c'est une belle histoire. Pourquoi il y a tant de femmes finalement ? Parce qu'au départ, on a dit que quand on savait faire à la maison, on savait faire à l'extérieur. Moi, je me suis toujours fortement insurgée contre cette position, puisque c'est ce qui m'a fait arriver dans ce secteur, c'est de dire qu'il y avait au milieu, faire à la maison et faire chez les autres, ce n'était pas la même chose, et qu'au milieu, il y avait la compétence. Alors ça, c'était un axiome sur lequel je me suis beaucoup battue, et donc évidemment, si on regarde l'histoire du XXe siècle, on est pile à cet endroit-là. C'est-à-dire, tous ces emplois et toutes ces activités étaient tenus gratuitement par des femmes pour la société pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que s'occuper de ses parents âgés, s'occuper des jeunes enfants, être une bonne maîtresse de maison, tout ça fait partie d'un parcours féminin où la société et les hommes en particulier ont pu vivre à l'extérieur pendant que tout ça a été fait. Et puis, il y a eu... les années 70, une bascule dont on termine juste, là, on n'est pas terminé encore, parce que tout simplement on a décidé que les petites filles devaient être scolarisées, c'est bien, mais surtout qu'elles devaient être diplômées. Et quand un État finance, je dirais, les diplômes des filles, il a besoin d'avoir tout sur investissement.
Et donc le modèle économique de retour sur l'investissement, c'est de les faire travailler bien. Donc ça, on voit bien toute la partie du XXe siècle qui a été à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que en même temps, il faut encore les enfants, quoi. C'est un bazar ce truc-là, parce que si on ne tient pas notre taux de natalité, on est mal. Or, aujourd'hui en France, on est un des pays européens, le deuxième, où le taux de natalité est le plus élevé. L'Italie est en train de ramer, mais comme ce n'est pas permis, pour essayer de remettre en place une politique nataliste, parce qu'elle est en dessous de 1, et qu'il n'y a plus l'équilibre entre les générations. Et donc, on voit bien que tous les enjeux de l'Allemagne actuellement par rapport à la migration, etc., c'est pour anticiper une zone de risque. Et la différence, c'est qu'en Allemagne, les femmes sont coupables de travailler. Elles restent coupables. Et donc, elles ont pris des temps partiels, essentiellement, pas des temps pleins, pour pouvoir rester quand même avec les enfants à la maison. Et donc, il y a là un phénomène que les sociologues essaient d'analyser, qui est que les femmes qui travaillent font plus d'enfants que les femmes qui restent à la maison, aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est un truc quand même, ça. Eh oui. Et donc la France, qui a eu une politique familiale quand même extrêmement engagée, parce qu'on ne dit pas politique nataliste, politique familiale engagée, qui fait que l'accompagnement, la garde des enfants, la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, enfin tout ça, a permis à la fois d'aller à l'extérieur et de faire encore... Bon, jusqu'au moment où ça a craqué. Ça a craqué au moment où, finalement, le vieillissement des générations a fait que la femme de 45-50 ans est prise en étau, c'est ce qu'on appelle les aidants actuellement, enfin les aidants d'eux surtout, est prise en étau avec les parents âgés de 75-85 ans, et les beaux-parents, et les grands-parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 générations actuellement de vieillissement qui tombent sur le ménage. Donc on voit bien que toute cette évolution-là fait que le savoir-faire, l'histoire inconsciente collective, fait que les femmes y vont. Et comme en plus toutes les industries de main-d'œuvre féminine, textiles et autres, sont tombées, finalement, elles ont repris un job externe pour refaire des choses qu'elles faisaient chez elles, mais à l'extérieur pour d'autres. Et moi, je dis toujours, qui garde les enfants de la personne qui garde mes enfants. Ça, c'est mon truc. Voilà. Quand les politiques publiques auront répondu à cette question, on ira beaucoup mieux. Qui garde les enfants de la personne qui garde mes enfants? En général, de l'informel. C'est là que se trouve le plus gros volant de personnes non déclarées. Voisinage, cousinage, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour terminer là-dessus sur les femmes, là où on sent arriver les hommes, parce que c'est là que c'est intéressant, parce que nous, on n'a pas de problème femmes-hommes, on a un problème homme-femme. Comment les attirer, là où ils arrivent, et où les jeunes générations d'hommes arrivent, c'est sur les personnes âgées, les jeunes aussi. On a de plus en plus d'attirance des jeunes générations actuelles, parce que les nôtres, ils n'avaient pas envie, sur les personnes âgées, vieillissantes, sur les personnes en situation de handicap. Les enfants, ils ont du mal à y aller, on sait pourquoi, il y a une résistance, mais et on a un peu de ménage qui arrive aussi, d'activité ménagère. Et plus on va robotiser, plus on va informatiser, et plus on aura des hommes. Donc je pense que ce n'est pas une question culturelle pure, c'est une question de... Quand la compétence évolue. Vous savez, moi, quand je suis arrivée à la FEPEM, il n'y avait pas un homme. Conseil d'administration super féminin. Voilà. Donc ça prouvait bien ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'ai plus d'hommes que de femmes au conseil d'administration de la FEPEM. Je me dis quand même que ça doit être intéressant pour que les hommes s'y intéressent. Et donc je pense que si nos métiers, si nos activités, si la montée des besoins en compétences de coordination à domicile, d'accompagnement plus technique arrive, et c'est ce qui va arriver dans les 10 prochaines années, on aura plus d'hommes. C'est-à-dire qu'on va éteindre un peu ces trucs qui étaient, tu sais faire chez toi, tu peux le faire chez les autres. Et c'est long, ça demandera encore au moins une génération. Avant le mot de la fin. Allez, la syndicalisation dans ce monde tellement éparse que, en fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça un monde, parce qu'on a du mal à
Je pense que les élections TPE en sont la preuve. Je pense que l'activité qu'a menée notre Fédé en essayant d'aller au maximum vers tous ses salariés, en essayant de leur faire connaître le maximum de services qu'on peut leur offrir et surtout en répondant aux demandes qu'ils pouvaient avoir, on prouve que ce n'est pas ça qui marche malheureusement. Je vous entendais tout à l'heure en disant, voilà, je pense que c'est plus les associations qui ont la main sur toutes ces personnes. D'ailleurs, elles s'organisent en association. Les asthmates, moi j'ai l'impression que ce sont plus des associations qui à un certain moment se transforment en syndicats ou à un moment adhèrent à des organisations syndicales, mais une fois que le réseau est constitué. Donc la problématique, c'est de constituer les réseaux, quoi. On ne peut pas partir d'individualité, on n'arrive pas à les fédérer, on n'arrive pas à travers le droit du travail, quoi. Et les organisations syndicales, en fait, c'est ça. Donc je pense que le travail à faire, c'est plus près des associations, plus près de tous ces réseaux qui fédèrent un petit peu tous ces salariés. Et une fois qu'on aura réussi effectivement à aller vers ces associations, le rouage étant mis en place, on arrivera effectivement à agir pour les salariés. Mais je pense que là aussi, l'histoire de la branche prouve bien aussi que ce sont les partenaires sociaux qui peuvent faire évoluer les choses et pas forcément les associations, parce que ce ne sont pas des spécialistes, parce que voilà, il faut faire esprit d'inventivité, il faut être dynamique, il faut oser. Et bon, voilà, donc on essaye d'oser, nos fédérations osent. On arrive à la fin de ce débat. Je vais vous repasser le micro pour un mot de la fin. Monsieur Chossel pour commencer. Et ensuite, on n'a qu'à continuer comme ça. Je crois que vous avez quelque chose à annoncer tous les deux d'ailleurs. Juste pour conclure, j'espère que donc le futur sera aussi radieux qu'on peut l'espérer. Et donc là, je pense qu'on a vraiment posé ensemble des bases de dialogue très importante. Pour ma part, je vais poursuivre donc ce projet de centre social coopératif avec cette volonté de créer au sein d'un territoire en cours de gentrification un échange social et une volonté de créer du lien social entre deux grands types de populations, des personnes qui sont arrivées récemment sur le territoire de Saint-Denis et qui seraient peut-être plus à même d'être du côté employeur, et des populations historiques sur le territoire de Saint-Denis qui seraient peut-être plus à même d'être du côté travailleurs, travailleuses. Mais ça reste encore bien sûr à vérifier. L'inverse sera certainement vrai, je l'espère également, pour dire que les dispositifs comme le CESU par exemple et l'accompagnement en termes d'accompagnement syndical qui pourra être proposé, pour nous, sur des initiatives vraiment locales, c'est vrai qu'on a un besoin de monter en compétences et d'accompagnement. Par exemple, il y a des spécialistes des coopératives et des statuts coopératifs qui nous accompagnent pour qu'on comprenne bien dans quoi on s'engage et quelles sont les conséquences juridiques de ce type de montage. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin d'accompagnement d'experts qui viennent nous dire, voilà, comment vous allez rattacher le droit à la personne plutôt qu'à un contrat de travail, par exemple. Et on est aussi en demande au niveau des acteurs locaux d'accompagnement des structures nationales pour avoir vraiment la connaissance qui permet ensuite aux gens de faire par eux-mêmes dans une logique bottom-up plutôt qu'une logique verticale et descendante comme vous l'aviez évoqué. Voilà, moi je vous laisserai le mot de la fin et de la proposition. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la compétence d'employeur tout au long de la vie. J'y crois beaucoup parce que aujourd'hui, notre démarche, nous l'avons d'abord portée au moment des élections, puisque nous avons proposé à la signature des partenaires politiques le contrat d'innovation emploi et domicile. Ce contrat d'innovation a d'ailleurs été signé par le président de la République et puis depuis par de nombreux députés. Donc c'est vraiment notre trace pour les 5 prochaines années. Contrat d'innovation, emploi et domicile. Ça montre bien que ces 3 mots-là veulent dire des choses chez nous et que ça a aussi à voir avec notre manière d'engager les enjeux du dialogue social. Donc, si on remet, je dirais, ces espaces du domicile comme étant les nouveaux acteurs de la politique publique, c'est justement
parce qu'il y a une vraie prise de conscience que les citoyens à domicile, c'est des éléments très importants. D'ailleurs, quand on n'a pas de domicile, ça s'appelle sans domicile fixe. Hein, donc il faut aussi voir ce que ça veut dire, cette sémantique. La deuxième chose, c'est que vous travaillez à Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir en Bretagne des expériences où sur des populations migrées, issues d'immigration, dans des logements sociaux, il y a eu toute une démarche d'accompagnement pour acquérir des compétences d'employeurs. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que, enfin, ce n'était pas une société verticale anglo-saxonne, parce que quand vous allez aux États-Unis, effectivement, vous aviez énormément de petites mains pour faire des petits travaux, puisqu'on peut encore se faire cirer les chaussures dans la rue aux États-Unis, ce qui n'est absolument plus le cas en Europe aujourd'hui. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de voir que ce n'était pas un statut attaché à une classe sociale, mais c'était vraiment transversal à la situation de je suis à domicile, je travaille, je fais des choses, j'ai des jeunes enfants, j'ai des personnes âgées, je suis en situation de handicap, bref, j'ai besoin d'avoir un accompagnement à domicile. Cet accompagnement, ça peut être une fierté de pouvoir de déclarer en ses yeux et d'être employeur, quel que soit le niveau. Et ça, il faut qu'on l'entende aussi. On a toujours l'impression que les services à la personne, ça descend comme le Saint-Esprit, au fin fond des caves, avec des gens invisibles. Enfin bon, c'est un truc de fou quand même. Donc moi, vous comprenez pourquoi j'ai commencé comme ça. Hein. C'est pas ça, c'est pas la réalité. Et aujourd'hui, on peut effectivement accompagner les personnes qui sont pas a priori, qui devraient plutôt être femmes de ménage qu'employeurs de femmes de ménage, pour aller dans la rapidité, dans cette situation de coopérer avec. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça renvoie une fierté partagée. Donc ça, c'est vraiment un des points très importants que je voulais souligner. Ensuite, le numérique, puisque c'était l'objectif, et c'est l'objectif de notre matinée, c'est que c'est une grande chance, en fait, pour vraiment sortir plus d'un siècle de système. C'est-à-dire que l'économie, la richesse, la valeur ajoutée fonctionnent avec un seul modèle. Ça ne veut pas dire que le modèle va disparaître. Vous l'avez dit. Ça veut dire qu'il y a d'autres modèles qui l'interfacent et qui font bouger les lignes. Et donc, c'est de l'agilité dont on a besoin. On a besoin de faire du dialogue social agile, au sens non pas chacun sur sa position et la parallèle ne se rencontre jamais et on en a pour 3 siècles avant 2, et c'est pas ce qu'on a fait, mais d'avoir vraiment une agilité de situation, parce qu'il y a des moments où il y a des codes à respecter, bien entendu, mais il y a des moments où on est d'accord sur le fond. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Et donc, le troisième point, c'est en quoi le robot, parce que moi, j'utilise exprès le robot, parce que bon, le digital, tout ça, c'est joli, mais ce qui va arriver, c'est ça. C'est vraiment des outils très intégrés numériques qui vont permettre, je dirais, de réaliser des choses qu'on n'imagine pas encore tout à fait aujourd'hui, mais qui sont là, qui vont arriver. Que ce soit dans la santé à domicile, il ne faut pas l'oublier, l'hospitalisation à domicile avec toute la transformation actuelle des coûts sociaux et des coûts financiers pour la sécurité sociale. Donc le domicile va recapter des choses. Et dans le numérique, on a aussi le travail. Travailler à domicile aujourd'hui et demain, c'est peut-être beaucoup plus en phase avec les nouvelles générations que de faire 2h30 de RER pour se retrouver devant un écran. Alors on me dit, oui, mais il n'y aura plus de collectif de travail. Alors je voudrais terminer là-dessus. Alors, comment vous dire? Quand on a commencé, nous, à faire des relais assistants de vie, c'était pour dire les assistantes de vie qui travaillent dans la grande dépendance, mais qui sont salariés directement par leur employeur ou sa famille, ou par des structures mandataires, puisqu'on en a peu parlé, on trouvait intéressant qu'il y ait un collectif, une mise en réseau. Et donc, on a créé avec la CNSA le projet des relais assistants de vie. Aujourd'hui, on a une 40aine de départements qui ont mis en place des relais assistants de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur. Hein. Oula, surtout pas des murs. On n'en peut plus. C'est simplement des séquences. Donc, par exemple, c'est 5 séquences de 4 heures, à minima. Et une fois qu'on a l'animateur qui a, lui, été formé, et 5 assistantes de vie qui veulent travailler sur la pratique, l'échange de pratiques, les bonnes pratiques, la prévention, la sécurité, le relais se met en place. Il est pris en charge par la formation professionnelle, il ne coûte rien. Okay. Donc les relais assistants de vie, c'est un collectif.
Donc moi, je pense que pour réussir les prochaines campagnes électorales des TPE de moins de 10, il va falloir arrêter de parler des TPE. Vous auriez fait une campagne en disant « Vous êtes CESU, adhérez à la CFTC », je crois que les gens qui sont chez nous auraient compris. Et si en plus, ça peut se faire sur smartphone, voilà. Moi, je pense que, par exemple, l'ACOS, le CNCSU, n'a pas été mobilisé par la DGT dans notre secteur. Ça veut dire que les millions de gens qui reçoivent tous les mois leur bulletin de salaire par le CESU n'ont pas été informés des élections. Et donc, il faut absolument se battre pour la prochaine fois pour qu'on puisse déployer et faire en sorte qu'ils n'aient pas 10 kilos de papier qui leur arrivent dans la boîte aux lettres et qu'ils ne comprennent pas, quoi. Non, mais c'est vraiment pas du tout... C'est parce que j'espère qu'on va se revoir, quoi. Voilà, je voulais le dire comme ça. Merci en tout cas. On compte bien revenir le plus tôt possible. Non, pour conclure, on voit bien qu'il y a... Voilà, les problématiques sont tellement variées et on voit qu'il y a aussi énormément d'acteurs. On voit que ce problème de cette transition, on peut l'aborder sous différents angles et tout le monde est réellement concerné. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à être à peu près d'accord sur le constat. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, je pense que ce constat commence à être partagé. Je pense que le numérique arrive, que ça va de plus en plus vite, que ça va nous bousculer de plus en plus fort dans un temps très très rapide. Je pense que voilà, ça c'est acquis. Mais je pense que si on aura mis 5 ou 6 ans hein, pour vraiment être convaincu. Je pense que si pour chercher des solutions, il faut de nouveau attendre 5 ou 6 ans, hein, vous l'avez dit, le temps de... Je pense que voilà, ceux qui vont trinquer, ce sont les travailleurs. Et donc, pour essayer d'aller un petit peu plus vite, donc, nous avons déjà revendiqué plusieurs fois auprès du nouveau gouvernement la mise en place d'un Grenelle du numérique. Alors, il y a le Grenelle de l'alimentation qui va s'ouvrir. Une dernière fois que j'ai vu Macron, je lui ai dit, écoutez, faites un Grenelle du numérique. Derrière, refaites plusieurs Grenelles, faites un Grenelle d'alimentation, faites un Grenelle des nouveaux emplois, voilà, sur les grands enjeux, mais ayez des troncs communs. Ce n'est pas la peine que Hulot fasse son constat, qu'après, voilà, et à la limite, le constat ne sera pas le même. Mettez tout le monde ensemble et repartons chacun, effectivement, avec sa spécialité. Donc, c'est ce qu'on veut pousser, un Grenelle du numérique, très très rapidement, pour qu'effectivement on puisse avancer beaucoup plus vite, vu les enjeux qui nous attendent. Voilà, et pour conclure, je voulais vous remercier, tous les deux, d'avoir passé ces 2 heures avec nous, c'était très très intéressant. Merci aussi à toi, Jérôme, d'avoir animé ce colloque. Voilà, merci à vous.